Bonsoir, bonjour à tous. Alors, ça fait un peu fête foraine, je suis désolé. Bienvenue à cette réunion publique consacrée aux droits des femmes. En présence, j'ai l'honneur de Sarah Tige, de Caroline et d'un conseiller municipal qui va vous souhaiter la bienvenue dans sa ville. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à la Garenne, dans cette magnifique ville où j'espère on fera un score plus qu'honorable face à Juvin, l'effroyable Juvin. On est très content que NUPES existe, vraiment, sur notre territoire. En 2020, on avait fait une liste d'union au municipal, et on est très content de poursuivre cet élan et cette dynamique d'union des gauches par cette législative qui vraiment marque le coup, et vraiment on insiste pour que la campagne se passe le mieux possible et qu'elle rassemble le plus grand nombre. Et vraiment, je tiens à vous remercier d'être là, et puis essayer de répandre la bonne parole, entre guillemets, partout, et essayer de nous aider à faire campagne et à promouvoir cette belle dynamique. Il reste 2 semaines de campagne, c'est vraiment maintenant que tout va se jouer. Donc vraiment, venez nous rejoindre si vous le pouvez, donnez du temps et donnez de l'investissement. On est une bande de camarades, on s'éclate, et puis vraiment, on en sort grandi, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, je suis très content qu'on reçoive ce soir Caroline Dehaas, qu'on ne présente plus, et Sarah Tige, qui est notre candidate de tout de jaune vêtu. Et je vais lui laisser la parole, et je vous remercie encore. J'ai oublié de me présenter, je suis désolé pour ce manque de politesse. Alors je suis Luc, militant NUPES, donc pour l'élection de Sarah Tige. Je vais vous expliquer un peu le déroulé de cette réunion publique. Pour ceux qui ont assisté à l'ancienne réunion publique, c'est le même fonctionnement. D'abord, l'intervenant aujourd'hui s'exprime, donc Caroline Dehaas, pour le temps qu'elle considère adéquat. À la suite de quoi, Sarah Tige va prendre la parole. Enfin, un temps de questions-réponses, et on pourra, après ce temps de questions-réponses, ouvrir le buffet. C'est pourquoi certains sont peut-être, ou certaines sont peut-être venus. Alors, cette soirée, elle est consacrée aux droits des femmes. Les femmes, une majorité, considérée comme une minorité. Donc nous avons 2 éminentes représentantes à la table. D'une part, Caroline Dehaas, militante, je crois qu'on peut le dire, féministe. Elle nous donnera peut-être sa définition du féminisme et son regard sur le quinquennat qui vient de se faire, peut-être. Elle est notamment connue pour avoir fondé le collectif Nous Toutes en 2018 et qui a mené à plusieurs marches, plusieurs manifestations. Et en 2021, elle a écrit un manuel pratique pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Elle va donc prendre la parole en premier et je laisserai après la parole à Sarah Tige. Caroline Dehaas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci beaucoup à Sarah pour l'invitation. Merci à celles et ceux qui ont organisé cette soirée. Déjà, moi, je suis hyper contente d'être là. Ça fait quand même très longtemps que j'attends de pouvoir faire campagne pour l'Union de la gauche, que je rumine globalement dans mon coin en disant mais c'est pas possible, ils vont jamais y arriver, il y en a marre, on a la gauche la plus bête du monde ou quoi. Bon, et que là franchement, moi je ne boude pas mon plaisir, voilà, je suis trop contente, donc je suis à fond dans la campagne, on fait plein de trucs super, on a créé un groupe Telegram de femmes candidates pour s'entraider, on est en train de faire un groupe spécial sur les circonscriptions qui peuvent basculer pour essayer d'alimenter la campagne. Voilà, donc je suis hyper contente et je pense que faut vraiment avoir conscience, ce que disait le copain tout à l'heure, conseiller municipal, c'est que en fait les législatives, ça se joue à pas tant de voix que ça, parce que la participation est plus faible qu'à la présidentielle. Si on arrive à faire en sorte que tous les gens qui ont voté à gauche au premier tour de la présidentielle se déplacent et votent pour la NUP au premier tour des législatives, en fait on peut vraiment être majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est possible techniquement, sur le papier quoi. Donc c'est pas très compliqué en fait. C'est quand même des gens qui globalement sont déjà allés voter, donc sont déjà convaincus.
peu près. Hein. Bon, ils ont peut-être voté plus pour un tel parce qu'ils pensaient qu'il pouvait gagner, ils n'étaient pas forcément toujours d'accord avec lui, etc. Mais là, au moins, on a un candidat ou une candidate dans chaque circonscription. Et donc, on a la possibilité de faire basculer les choses. Et donc, si chacune d'entre vous, dans les 2 semaines qui viennent, allez, chaque jour, envoie un SMS à un pote ou une pote pour lui dire « Tiens, tu sais, le 12 juin, ça ratige, tu peux aller voter. » On a fait des petits visuels avec les bulletins de vote. Enfin, il y a plein de trucs à utiliser. En fait, on peut faire basculer les choses. Et on peut créer la surprise le soir du premier tour et créer une dynamique qui peut s'avérer victorieuse ensuite. Et quand bien même c'est pas victorieux, chaque voix compte, parce que chaque voix finance ensuite, pour les 5 ans qui viennent, la possibilité d'agir au quotidien et de résister aux politiques qui seront mises en place si Emmanuel Macron est majoritaire. Donc vraiment, voilà, prenez ces 2 semaines, c'est pas très long. Voilà, il n'y a pas un enthousiasme, vous avez vu dans le pays, complètement fou pour ces législatives. Et donc, ça peut permettre, par un petit trou de souris, d'aller faire voter des gens et de faire basculer les choses. Alors, sur la question des... Donc voilà, tout ça pour dire que je suis hyper contente. Et auprès de qui on s'inscrit si on veut faire du porte-à-porte, du boitage et tout ça? C'est qui? C'est Sirius. Vas-y, relève la main. Tout le monde voit Sirius? Voilà, donc vous allez voir Sirius à la fin, vous prenez son 06 à des fins militantes et vous trouvez... et vous trouvez le moyen vous pouvez vous engager, diffuser des flyers, aller faire du porte-à-porte, mettre dans les boîtes aux lettres, recevoir des informations à transférer à vos potes par mail, etc. Alors, parlons des droits des femmes maintenant, que j'ai fait la pub pour la campagne. Donc moi, je suis militante féministe depuis un long moment. Ce qui m'a fait basculer en fait dans le mouvement féministe, c'est d'abord que j'étais dans un syndicat étudiant et on m'a dit toi tu vas t'occuper des trucs de droits des femmes. Donc je fais bon d'accord, je me suis occupée des droits des femmes. J'aurais pu m'occuper de n'importe quel sujet, hein, je suis tombée un peu là-dedans par hasard. Et puis un jour j'ai commencé à me rendre compte qu'autour de moi, j'avais quand même pas mal de copines qui avaient été victimes de violences. Et donc la première hypothèse que j'ai faite, c'est je les attire. Enfin, c'est voilà, genre elles viennent me voir, quoi. Elles ont repéré qu'il y avait un truc, elles viennent me voir. Et puis en fait, j'ai regardé les chiffres des violences dans le pays, et je me suis rendu compte que la proportion de femmes victimes de violences dans mon entourage était en fait totalement conforme à ce qui existait dans le reste de la société. Et là, franchement, j'ai fondu un boulon, enfin j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais en fait, comment c'est possible qu'au XXIe siècle en France, on soit encore aussi loin du compte en matière d'égalité entre les femmes et les hommes? Et donc c'est vraiment là, j'ai basculé dans un engagement féministe beaucoup plus fort. J'ai arrêté le syndicalisme étudiant, j'ai fondé des associations féministes et puis je me suis engagée pour essayer de faire bouger les lignes. Un des éléments que moi je retiens de ce quinquennat, c'est quand même le grand raté de MeToo. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un quinquennat où il y a eu MeToo. MeToo, tout le monde voit ce que c'est, hein, vous voyez, tout le monde voit ce que c'est. Déjà, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'en 2017, il y a eu une vague mondiale, un mouvement social, moi j'appelle ça un mouvement social, d'une ampleur inégalée. Je pense qu'il y a, même sur le climat, il n'y a jamais eu un mouvement social d'une telle ampleur dans le monde, voilà, sur une question comme celle-là. Donc il y a un mouvement social d'ampleur, et au lieu de s'en saisir, ça veut dire un mouvement social, ça veut dire un rapport de force qui change. Ça veut dire pour les politiques, la possibilité d'agir plus rapidement, d'imposer des changements à des sociétés qui 2 ans avant n'auraient pas été prêtes à les accepter. Et au lieu de se saisir de ce mouvement social pour accélérer le mouvement, Emmanuel Macron a complètement raté son quinquennat de ce point de vue-là. Alors il a annoncé, il s'est rendu compte quand même qu'il fallait annoncer des trucs, donc il a annoncé la grande cause du quinquennat, dans un discours dans lequel il a quand même prononcé 3 fois l'expression « attention au risque de délation ». Hein. Donc on est en 2017, on est 1 mois après MeToo, et ce qu'il dit, c'est attention au risque de délation. Il y a des femmes dans le monde entier qui expriment des violences qui étaient jusque-là pas entendues par la société. Donc il a raté son quinquennat, et pour moi un des regrets majeurs du quinquennat, c'est qu'il y a un angle mort total dans les politiques publiques qui ont été mises en œuvre par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a fait des choses, ils ont mis en place des politiques publiques que je vais appeler qui arrivaient après, réparatrices, qui arrivaient après les violences. C'est-à-dire qu'une fois que les violences avaient lieu, on mettait en place des bracelets électroniques, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de cette mesure-là. On allait ouvrir quelques foyers d'hébergement, pas suffisamment, mais quand même, ils ont ouvert des places d'hébergement. On allait mettre en place des systèmes pour pouvoir porter plainte plus facilement dans les hôpitaux, etc., etc. Donc des mesures d'abord très largement insuffisantes en nombre, et par ailleurs des mesures réparatrices, après les violences. C'est un peu comme si on faisait une grande politique de prévention de la sécurité routière, mais qu'on s'occupait que des accidentés une fois qu'il y a eu les accidents. Et qu'on ne faisait rien pour empêcher les accidents. Vous voyez ce que je veux dire?
Et ben c'est pareil sur les violences. On s'est occupé uniquement, en plus avec un volet assez versé sur le pénal, l'augmentation des peines, etc., qui n'est pas du tout efficace en matière de prévention des violences. Et on a complètement oublié le fait que l'objectif, quand même, c'était pas uniquement de punir les violences ou de réparer une fois qu'il y avait eu des violences, mais c'était d'empêcher qu'il y ait des violences. Et ça, pendant 5 ans, zéro, rien du tout. Pour moi, c'est vraiment le gros angle mort de ce quinquennat. On pourra revenir, si vous voulez, sur les questions d'exemplarité aussi. C'est un peu le deuxième sujet, on va dire. Donc le premier sujet, c'est l'angle mort du point de vue de la prévention. C'est-à-dire qu'ils ont été ils n'ont rien fait, en fait, sur la prévention en matière de lutte contre les violences. Le deuxième élément, c'est un sujet, je reviendrai sur l'exemplarité après, un sujet de mobilisation des pouvoirs publics. Il y a un truc qui est assez fascinant en France, c'est notre machine publique, notre machine d'État. On a des services publics en France qui ont été sacrément abîmés ces dernières années, mais qui sont quand même encore ultra performants. En France, lorsqu'on décide d'une politique publique, on a un maillage territorial entre tout ce qui relève des préfectures, de l'administration de l'État, tout ce qui relève des collectivités locales et tout ce qui relève du maillage des hôpitaux. On a un maillage territorial qui est surpuissant. Alors certes, qui a été très affaibli, c'est vrai, ces dernières années, mais qui reste quand même hyper efficace lorsqu'on veut mettre en place des politiques publiques. Et si demain on décide de mettre en place une politique publique, par exemple sur la question du cancer, sur la question de l'école, sur la question de santé publique, on est capable en France de mettre en place des politiques super ambitieuses. Et bien les violences, c'est une question de santé publique. L'égalité, c'est une question de santé publique au même niveau que la question de l'alcool ou de la sécurité routière. Et on aurait été capable de mobiliser très fortement la machine de l'État pour changer la donne. Et notamment dans des secteurs clés que sont par exemple les forces de l'ordre ou la justice. D'accord ? Je vous donne 2 exemples. Enfin, un exemple en fait qui montre à la fois les dysfonctionnements du côté des forces de l'ordre et du côté de la justice. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être entendu parler, il y a une femme qui a porté plainte pour agression sexuelle. Donc je vais parler de faits de violence, je précise. Donc s'il y a des personnes chez qui ça génère des émotions, que c'est difficile, vous pouvez évidemment sortir de la salle. Je ne vais pas donner d'exemples trop durs à entendre, d'accord ? Si là tout va bien pendant la réunion, mais que ce soir ça tourne et que vous avez du mal à dormir, un soir, 2 soirs, c'est peut-être que vous avez besoin d'un coup de main, d'accord ? Donc je vous encourage à aller voir un psychologue ou une psychologue qui peut vous aider à traiter d'éventuels traumas, d'éventuelles difficultés, voilà, parce que vous avez été soit vous-même victime, soit confronté à ce type de violence, d'accord ? Si dans votre entourage des personnes ont été victimes, ça vous impacte aussi, d'accord ? Moi, mon travail, c'est notamment de mener des enquêtes sur des faits de violence, donc j'entends des récits, beaucoup de récits de violence, même si c'est des gens que je ne connais pas, c'est pas ma famille, j'ai pas d'affect particulier avec ces personnes, en fait, je suis impactée par ça. Et donc, nous, dans notre travail, on apprend à être accompagnés pour traiter, en fait, les gens. Donc, tout ça pour vous dire que si je dis des choses qui... Voilà, vous allez avoir le droit de me dire, là, stop, pause, parlez-nous d'autres choses de plus sympas sur l'égalité femmes-hommes. J'ai pas trop de sujets sympas en même temps. Mais la meuf qui casse un peu l'ambiance, hein, comme dirait Valeurs Actuelles dans les soirées. Mais voilà, vous avez le droit de me dire, de faire... Voilà. Vous avez le droit de me dire de faire une pause ou de sortir évidemment de la salle. Donc il y a une femme qui porte plainte pour des faits d'agression sexuelle. Elle va au commissariat. La plainte est prise. Bon, pas genre ils lui demandent quand même comment elle était habillée, etc. Mais quand même avec à peu près de la bienveillance. Et puis elle rentre chez elle. Et puis le lendemain, elle allume son téléphone et là elle a un message d'un policier qui lui dit bonjour, je suis policier de tel commissariat. Il faut que vous revenez, je sais pas quoi, parce qu'il y a un truc à faire sur la plainte, etc. Et puis, il raccroche. Mais en fait, il oublie de raccrocher. Et donc, l'enregistrement du message continue à tourner. Et là, on entend le policier qui commente la plainte auprès de sa collègue. Et là, le policier part complètement en vrille et donc se met à insulter la femme qui a porté plainte, en la traitant de grosse PUTE, etc., etc. Donc, en l'insultant, très clairement. Le truc est enregistré. Bon, la jeune femme en question est une militante féministe par ailleurs, donc tout de suite, évidemment, elle garde le message, elle me contacte, on transmet l'affaire à des journalistes qui vont enquêter, d'accord ? Et ça sort dans la presse, ok ? La jeune femme porte plainte pour injure, d'accord ? Non public, c'est sur un enregistrement. Et bien, devinez quoi ? La plainte a été classée sans suite, par manque de preuves. Tu fais, hein ? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît ? Donc on a un enregistrement. Le monsieur policier insulte la dame. Manque de preuves. Classement sans suite. Donc non seulement vous allez porter plainte, vous êtes insulté,
Et après, on vous classe le truc par manque de preuves alors que vous avez l'enregistrement. Donc qu'est-ce qu'il faut en fait? Vous voyez, c'est quoi le niveau pour être pris au sérieux par les forces de l'ordre ou par la justice? Et donc pour moi, cet exemple-là, vous allez me dire, ah mais c'est un exemple, on peut pas faire de généralité. Bah si, je vais faire des généralités, parce qu'en fait dans une grande partie des cas, ça se passe comme ça. Quand on fait des enquêtes auprès des femmes qui vont porter plainte pour des faits de violence, d'accord, en 2018, on avait fait une enquête. Dans 60% des cas, elles avaient essuyé un refus de prendre leur plainte. C'est strictement interdit. D'accord ? Et donc ça, pour moi, ça fait partie du deuxième gros échec de Macron. C'est son incapacité à mobiliser les pouvoirs publics et notamment les institutions, les services publics, notamment les forces de l'ordre et la justice, pour prendre au sérieux les plaintes des femmes victimes de violences et les traiter correctement. Et puis le troisième gros échec, c'est l'exemplarité. Et donc on l'a vu pendant le premier quinquennat. La nomination d'un ministre, Gérald Darmanin, mis en cause à l'époque pour des faits de viol, je rappelle. Donc il a été nommé. Quand Emmanuel Macron le nomme, il est parfaitement informé de ce qui se passe. Comment je sais qu'il est informé? Parce que moi je le sais. Donc si moi je le sais, militante féministe, genre je ne suis pas haute fonctionnaire, je ne suis pas dans les renseignements, je ne suis pas dans les services secrets, moi je le sais, ça veut dire que Emmanuel Macron le sait forcément. Ou alors, ça veut dire que nos services de renseignement sont vraiment très problématiques, ce qui de toute façon est un problème aussi. Bon. Donc dans tous les cas, c'est pas possible en fait. Donc quand il le nomme, il le sait. Il y a un autre cas qu'on a oublié, qui a été peu cité, alors que là c'est ressorti, c'est question d'exemplarité avec Abad, c'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, à l'époque où il est nommé ministre, Emmanuel Macron est au courant. Comment je le sais? Parce que moi je le sais. Donc moi je sais qu'il y a des personnes, dont des femmes mineures, qui mettent en cause Nicolas Hulot pour des faits de violence sexuelle. D'accord ? À l'époque, on essaie de le dire, on essaie d'alerter. Moi, je fais une interview où je dis, mais oui, il y a des problèmes, etc. Je me fais défoncer parce que je n'ai pas, à l'époque, les victimes ne veulent pas à ce moment-là parler publiquement, donc on n'a pas d'éléments matériels. Il faut attendre 4 ans pour qu'il y ait un envoyé spécial qui fasse, complément d'enquête, France 2, qui fasse un reportage et qui sorte. Et là, tout le monde tombe de sa chaise en mode, ah, mais qu'est-ce qui se passe? On n'était pas au courant. Si, en fait. Évidemment qu'Emmanuel Macron était au courant et quand il a nommé Nicolas Hulot, il était au courant qu'il était mis en cause pour des faits graves, d'accord, y compris sur des personnes mineures. Bon. Et donc on a là un truc qui est complètement incroyable, c'est que Emmanuel Macron fait des grandes déclarations en disant grande cause du quinquennat et il nomme des personnes dont il sait pertinemment qu'elles sont mises en cause pour des violences sexuelles. Et ce qui moi me sidère en fait, c'est qu'Emmanuel Macron, il est capable de dégager du jour au lendemain un ministre qui a posé avec des homards, et que par contre, quand il y a des ministres mis en cause pour des faits de violence, il les maintient en place. La conclusion que j'en tire, c'est qu'il vaut mieux être un homard qu'une femme victime de violence dans ce pays. Là, je veux dire, voilà. En fait, les homards comptent plus que les victimes de viol. Voilà. C'est ça la réalité pour Emmanuel Macron. Et ça, je pense que c'est pas possible, en fait, de mener une politique publique ambitieuse de lutte contre les violences quand on n'est pas exemplaire. Et nommer des hommes mis en cause pour des faits aussi graves, ce n'est pas exemplaire. Et c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas être ministre ou président de la République et dire allez, grande cause du quinquennat, on va tous se mobiliser contre les violences. Et faire l'inverse en fait. C'est pas possible. Et donc ça explique en partie, je pense, l'échec du quinquennat. Non seulement je pense qu'il n'avait pas envie de faire une grande politique ambitieuse, mais qu'en plus même s'il avait voulu, en fait, quand vous avez tellement un manque d'exemplarité au sommet de l'État, ce n'est matériellement pas possible de mobiliser les pouvoirs publics sur ce sujet. Donc ça, c'est sur le quinquennat. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire, résultat? Parce que bon, c'est complètement déprimant, sinon, si on en reste là. Pourquoi moi, j'arrive à pas passer toutes mes journées sous la couette à pleurer en mode on s'en sortira jamais, c'est affreux? Et pourquoi je fais partie de la team des optimistes? Parce que, d'abord, je vois le monde bouger à toute allure. C'est-à-dire que la première association féministe que j'ai créée, c'était en 2009. À l'époque, rien que de raconter, ça me fait pleurer de rire, on faisait des réunions comme celle-là. Le titre, c'était « À quoi ça sert d'être féministe ? Faut-il encore être féministe en 2009 ?» Vous voyez? Vous imaginez? Vous voyez le truc complètement, mais genre, anachronique, quoi. C'était il y a 10 ans, c'était il n'y a pas si longtemps, quand même. Genre, et on faisait des réunions, faut-il encore être féministe? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose encore d'être féministe? Genre, aujourd'hui, c'est la manif pour tous qui organiserait des trucs comme ça, vous voyez? Plus personne D'ailleurs, l'association que j'avais créée à l'époque, ça s'appelait Oser le féminisme. Genre, oser. Et à l'époque, tout le monde trouvait ça hyper fort et moderne, mais quel slogan de ouf! Bon, aujourd'hui, vous dites oser le féminisme, et ils font oui, bah. Oui, bah, c'est bon, t'as pas attendu, hein, si je puis me permettre, vous voyez? Donc, en 10 ans, la société a quand même radicalement changé. Et ça moi, ça me met de super bonne humeur, ça me rend très, très optimiste. Et puis, l'autre élément qui me rend optimiste, c'est que ce changement, en fait, de regard sur les droits des femmes, sur le féminisme, il s'est aussi accompagné de changements
dans les entreprises, de changement dans la société. On le voit aujourd'hui sur la question des violences. Il n'y a plus du tout la même... Enfin, moi, je le vois dans mon travail, par exemple. Il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, quand je faisais des interventions dans les entreprises sur la question du harcèlement sexuel, je me disais, non, mais on ne va pas en parler, il n'y en a pas chez nous. Non, il n'y a pas besoin d'en parler. Non, nous, on a du sexisme, oui, mais pas de harcèlement. Oui, c'est cela. Donc, en fait, bien sûr qu'il y en avait, mais juste personne ne le voyait. Aujourd'hui, on me demande de venir pour parler de ça dans les entreprises. Ce qui n'était jamais le cas, en fait, il y a 5, 6, 7 ans. Donc, les choses, elles sont en train de bouger à toute allure. Pour moi, il y a plusieurs leviers pour essayer de faire bouger les choses. Le premier, c'est de percuter ce que j'appelle l'illusion de l'égalité. Parce que quand même encore, quand on parle d'égalité femmes-hommes, même si ça bouge, il y a quand même encore beaucoup cette petite musique de « Eh oh, globalement, ça va. Hein, vous l'entendez encore ça un peu? Ouais, tu vas pas te plaindre quand même. » Et là arrivent les grandes comparaisons géopolitiques internationales par rapport à la Suède. Non, généralement, c'est pas par rapport à là. Par rapport à l'Afghanistan. En général, on ne compare pas à la Suède. C'est par rapport à l'Afghanistan, tu vas pas te plaindre. Donc, je vous propose qu'on fasse pas ce soir un cours de géopolitique internationale. La situation des femmes en Afghanistan est 1000 milliards de fois pire que la situation des femmes en France. Okay, ça, il n'y a pas trop de débat, en tout cas, il me semble. Donc, on peut en discuter pendant des heures, mais globalement, je pense qu'on sera assez d'accord. L'autre comparaison, en général, c'est par rapport à ta grand-mère. Donc là, il y a des gens qui se découvrent historiens des droits des femmes, c'est intéressant. Par rapport à ta grand-mère, quand même, ça va beaucoup mieux. Donc là aussi, je ne vous propose pas qu'on ouvre un débat pendant des heures. Oui, la situation des femmes en France est meilleure que celle d'il y a 50 ans ou il y a 150 ans. Il y a pas, enfin, moi, j'ai pas de débat là-dessus, c'est vrai. Okay. La question, quand on se présente pour être député, quand on fait de la politique, c'est quelle est la situation des femmes aujourd'hui en France. D'accord ? Donc, quelle est la situation? Donc, Sarah va revenir tout à l'heure sur les chiffres, donc je ne vais pas spoiler. Mais en gros, la situation n'est pas satisfaisante. Il n'y a pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, il y a des secteurs dans lesquels cette illusion de l'égalité est super forte, notamment la répartition des tâches domestiques. Non, mais là, Caroline, tu ne peux pas dire quand même. Ça change. Ça, moi, mon gendre, par exemple, ça n'a rien à voir avec mon père, ou même mon conjoint. Non, mais là, tu vois, c'est un nouveau père, hyper investi. Vous voyez? Vous avez déjà entendu ça? Ouais. Et ben, vous voulez savoir combien de temps on a gagné? Enfin, on a réduit l'écart en 10 ans par jour. 1 minute de tâches domestiques. Wouh! Gros stuff. Hyper optimiste. Donc en fait, non, ça bouge pas tant que ça. Oui, il y a des nouveaux pères qui s'investissent dans les tâches domestiques. C'est pas la majorité du genre. Et en général, quand ils s'investissent toujours moins que la conjointe. Voilà. Donc je fais des généralités. Ne me dites pas oui, moi je fais la vaisselle chez moi, parce que je sais, il y en a qui font la vaisselle. Une fois j'ai fait ça, je parlais de ça en réunion, puis il y a quelqu'un qui fait non mais moi je trouve que vous exagérez, parce que chez moi je fais la vaisselle. J'étais là, ok. Une fois on m'a dit, alors je sais pas où vous allez chercher vos stats, parce que chez moi c'est pas du tout comme ça. Oui, c'est l'INSEE, c'est le petit institut de statistique. Et donc, voilà, il y a des zones comme ça sur lesquelles, en fait, on a du mal à faire bouger les choses. Et par ailleurs, dès qu'il y a une crise sociale ou sanitaire, les choses, elles reculent. Là, on le voit sur l'accès des filles dans le monde à l'école, par exemple. On le voit sur la répartition des tâches domestiques, etc. Donc, il y a des angles morts comme ça, sur lesquels on a l'impression, en France, que globalement, ça va. Et puis, il y a des angles morts aussi au sein des femmes. C'est-à-dire que quand on parle des droits des femmes, on parle des femmes en général. En fait, les femmes ne sont pas toutes égales entre elles. Moi, je fais partie, par exemple, des femmes plutôt privilégiées dans ce pays. Alors certes, en tant que femme, je subis du sexisme. En tant que militante féministe présente sur les réseaux sociaux, je subis du cyberharcèlement, oui, c'est vrai, mais en fait, moins que d'autres. D'accord ? Parce que je suis issue d'un milieu très privilégié, j'ai des ressorts, que ce soit financiers, affectifs, des ressorts aussi, des ressorts sociaux, culturels, qui font que j'ai la chance d'être entourée par des personnes qui me soutiennent, etc., qui font que je suis privilégiée par rapport à d'autres femmes. Et souvent, on oublie, en fait, quand on parle des droits des femmes en général ou des violences sexistes et sexuelles en général, que certaines femmes, en raison de leur couleur de peau, par exemple, en raison donc, du fait qu'elles subissent du racisme, en raison du fait, par exemple, qu'elles soient musulmanes, en raison du fait qu'elles soient en situation de handicap, en raison du fait qu'elles soient grosses, par exemple, il y a des femmes qui subissent doublement, triplement, quadruplement les discriminations et les violences. D'accord ? Et donc ça, pour moi, c'est vraiment les angles morts en France, encore, donc illusion de l'égalité, non mais globalement, ça va, tu ne peux pas te plaindre, et cette forme d'universalisme, je mets des guillemets, qui en fait va masquer des inégalités au sein même des femmes. C'est aussi vrai en termes d'égalité sociale. C'est pas pareil d'être une femme payée au SMIC que d'être une femme cadre sup ou comme moi, par exemple, chef d'entreprise. Donc voilà sur l'illusion de l'égalité. Donc le bilan du quinquennat, vous avez remarqué que je ne suis pas très enthousiaste. Sur l'illusion de l'égalité et après sur qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, on peut faire bouger les choses
Simplement, ça demande énormément de moyens et de mobilisation. L'exemple que je prends tout le temps, c'est la question de la sécurité routière. Parce que pour moi, c'est une politique publique réussie. Alors certes, c'est pas complètement parfait, il y a encore des morts sur la route. Mais je ne sais pas si certaines, sans doute, ne s'en rappellent pas dans la salle. Mais moi, quand j'étais petite, quand il y avait mon oncle ou ma tante qui se levait avec un verre de trop dans le nez et qui prenait son trousseau de clés, qu'est-ce qu'on entendait autour de la table? Là, les plus jeunes n'ont jamais entendu ça, je suis quasiment certaine. Ouais, un dernier pour la route. Vous vous rappelez de ça? Allez, un petit dernier pour la route. Quand je raconte ça face à des classes ou genre dans les facs, les gens de 25 ans qui font hein? Un dernier pourquoi? J'ai jamais entendu. Je dis ouais, bah voilà, les temps changent. Voilà. Moi, j'ai entendu quand j'étais petite un dernier pour la route ou bonne route. Et ça, pour moi, il y a eu un changement majeur et ça s'est vu en fait en nombre de morts sur les routes. Alors évidemment, il y a eu la ceinture, il y a eu les comment ça s'appelle les radars, etc. Mais globalement, il y a eu aussi un changement de société qui a été poussé. Jacques Chirac a fait un journal télévisé où il a parlé que de ça. Les morts sur la route ont commencé à baisser le mois suivant. Un journal télévisé, moins de morts sur les routes. Moi, je pense qu'un journal télévisé de Macron, ça aurait fait moins de violence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a un impact dans la vie des gens. Le deuxième truc qu'on a fait, c'est campagne de com. Donc évidemment, il y a eu aussi radar, ceinture, etc. Mais dans les éléments qu'on pourrait dupliquer sur la question des violences, il y a eu des campagnes de com qui ont arrêté de dire, comme au tout début, aux piétons, faites attention. Ça marche pas. Aux cyclistes, faites attention, ça marche pas non plus. De dire aux gens qui conduisaient trop vite, arrêtez de conduire trop vite, ça marchait pas. On a fait des campagnes de com, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui disaient à l'entourage, attention, dans votre famille, des gens vont avoir des accidents. Et ça a permis que maintenant, quand quelqu'un se lève avec un verre de trop dans le nez, pas partout, pas tout le temps, je ne dis pas que c'est réglé, hein, mais globalement, on va lui dire tu te rassieds. Et puis, il y a un dernier truc qu'on a fait sur la sécurité routière. Qui se rappelle ici avoir passé son brevet de la sécurité routière ou son attestation de la sécurité routière? Allez-y, levez la main. Au collège ou au lycée, vous savez, quand on apprenait à faire le code. Là. Voilà. Il y a une majorité de personnes dans la salle qui s'en rappellent. Parce qu'en fait, tout le monde a passé ce brevet de la sécurité. Moi, ça s'appelait le brevet de la sécurité routière. Après, c'est devenu l'attestation de la sécurité routière. On a conditionné, mais dans le sens positif du terme, des générations entières au code de la route. Résultat, vous êtes sur l'autoroute l'été, vous conduisez, puis tout à coup, vous avez une petite voix derrière. Maman, t'es sûr que tu dépasses pas les limites de vitesse? Non, pas du tout. Évidemment non. Je respecte le code de la route. Oui. Maman, attention ton clignotant. Voilà. Et donc ça, c'est du conditionnement. On a conditionné les enfants. Et moi, je pense qu'il faut faire pareil sur les violences. On peut le faire. Mais ça demande des moyens et ça demande une volonté politique. Ce qui n'a pas du tout été le cas en fait, de ce quinquennat. Et puis pour terminer, avant de laisser la parole à Sarah, il y a un truc, moi, je trouve très intéressant sur l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, en fait, en étant à l'Assemblée nationale, sur la question des droits des femmes et sur la question en général politique. D'abord, on peut récupérer des infos. Quand vous êtes à l'Assemblée, plus vous avez de députés, plus vous avez de gens dans les commissions, plus vous avez de gens qui ont le temps de lire les docs et qui ont accès aux informations. Nous, c'est comme ça, par exemple, qu'en 2015, on s'est rendu compte qu'ils allaient supprimer le rapport de situation comparée, qui était un document obligatoire que les entreprises devaient fournir sur la question de l'égalité professionnelle. On s'en est rendu compte parce qu'on avait des gens, il y avait des féministes à l'Assemblée qui ont eu les docs avant, qui les ont lus et qui ont compris qu'il y avait un problème. Donc ça permet d'avoir des infos pour préparer les luttes. La deuxième chose que ça permet de résister. Et notamment par l'obstruction parlementaire. Alors moi j'assume totalement, quand ils veulent faire un projet de loi qui va détruire des droits sociaux, moi tous les moyens sont bons, légaux, et notamment par les amendements, de faire l'obstruction à ce projet de loi. Et puis ça permet, en résistant aussi, de porter des débats publics, de créer du débat public en occupant du temps de parole, en occupant la place dans les médias. Et puis ça permet de faire exister des sujets et de proposer, c'est ce qu'a fait François Ruffin par exemple sur la question de la mixité des emplois, qui est un enjeu de l'égalité professionnelle. Ça permet en fait de d'utiliser l'Assemblée nationale comme une tribune pour faire exister des sujets. Et donc c'est pour ça aussi que c'est pas pareil d'avoir 30 députés, 40 députés ou 80 députés ou 150 députés. Évidemment c'est pas pareil si on est majoritaire, ça change tout, mais même si on n'est pas majoritaire, c'est pas pareil 30, 40 ou 70 ou 80. En termes de capacité de bordélisation du quinquennat, c'est un peu si on est minoritaire, de capacité de pousser des sujets, de capacité, résultat, de préparer aussi ce qui se passera dans 5 ans si on est minoritaire là, pour une éventuelle prise de pouvoir, en fait, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que chaque voix compte et qu'il faut aller voir, j'ai oublié son prénom, Cyrus, pour laisser son numéro et faire du porte-à-porte. Merci. Merci à toi. Bon, je vais passer derrière toi, comme ça je peux...
Bon, bah, merci beaucoup Caroline, j'ai plus rien à dire. Non, en fait, moi je suis. En fait, moi je suis venue avec une bonne nouvelle. Moi j'ai entendu dire que le patriarcat n'existait plus. Et c'est le grand philosophe Alain Finkielkraut qui l'a dit. Donc, j'ai fait un peu des recherches. Et peut-être qu'il a raison, parce que déjà les femmes, elles représentent 51% de la population sur Terre. Donc on est majoritaire. Après, on effectue 66% du travail marchand. Je fais la différence entre le travail marchand et les tâches ménagères. Nous touchons 10% des revenus de ce travail que nous effectuons et nous possédons 2% de propriété privée sur la planète. La situation en France, elle est alarmante aussi. Les femmes, elles gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes, un écart qui se creuse et qui atteint 40% à la retraite. Nous effectuons, enfin, les femmes, les contrats en temps partiel sont majoritairement tenus par des femmes et nous sommes, les tâches ménagères sont réparties à 72% pour les femmes. Mais ce n'est pas tout, enfin, les chiffres les plus alarmants sont les chiffres de violence. 250 viols par jour. 10% des victimes de viols portent plainte et seul 1% des plaintes aboutissent à des condamnations. 65% des victimes de féminicide avaient déjà saisi la justice ou la police. Et moi, un chiffre que je trouve quand même qui me plaît, en fait non, qui ne me plaît pas du tout, c'est le 100%. Ça veut dire que toutes les femmes dans cette salle ont subi du harcèlement dans la rue ou dans l'espace public. Donc le patriarcat, je crois qu'il existe encore un petit peu. Alors, au vu de cette situation alarmante, l'État a une part de responsabilité importante dans la mise en place de mesures immédiates et concrètes qui peuvent changer et faire évoluer les choses. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui m'ont poussée à m'engager dans la politique. C'est précisément ce que nous ferons, nous, à la nouvelle Union populaire écologique et sociale, dès le début de notre mandat. Nous le ferons par le droit, par les lois, pour garantir l'égalité formelle, c'est-à-dire l'égalité en face de l'État, en prenant un ensemble de mesures, mais nous travaillerons aussi avec les associations, avec les collectifs, pour une égalité réelle dans la société et dans la vie de tous les jours. Alors, pour commencer, nous prévoyons pour cela de mettre en place un commissariat à l'égalité. Son rôle, il sera doté d'un corps d'inspectrices et d'inspecteurs de lutte contre toute discrimination et il impulsera les mesures à prendre dans le Parlement et au gouvernement. Nous allons allouer aussi 1 milliard d'euros pour la lutte contre les violences faites aux femmes et là je vais vous détailler comment va être dépensé cet argent. Tout d'abord par la formation. Je crois que vous avez tous vu le hashtag double peine des femmes victimes des violences sexuelles et sexistes qui, en plus de la violence qu'elles ont subie, leurs plaintes sont mal prises. Et Caroline nous a raconté l'histoire de ce policier qui s'est fait enregistrer. Donc nous allons former les forces de l'ordre et les policiers pour un meilleur accueil et une meilleure prise en charge des plaintes des victimes. Ensuite, je vais raconter la même chose que Caroline, le brevet à la non-violence en faisant le parallèle avec le brevet à la sécurité routière. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et pour finir, nous allons ouvrir de nouvelles places d'hébergement. En France, nous avons 220 000 femmes par an victimes de violences qui ont besoin d'un hébergement et nous avons 7 500 hébergements vacants. Donc voilà un peu pour le 1 milliard. À côté de cela, nous voulons aussi assurer l'égalité des revenus en portant déjà immédiatement le SMIC à 1 500 € par mois. C'est peut-être la mesure phare de la nouvelle Union populaire écologique et sociale parce que c'est une mesure sociale, mais c'est aussi et avant tout une mesure féministe parce que les 2/3 des gens au SMIC sont des femmes. Nous voulons aussi organiser une conférence sociale pour revaloriser en matière de salaire et de conditions de travail les métiers occupés majoritairement par les femmes, les métiers dits de lien ou de care.
Nous voulons créer dans toutes les entreprises une commission de contrôle salarial en lien avec l'inspecteur de travail, auprès de laquelle l'employeur devra prouver qu'il existe une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Le troisième volet de notre programme, c'est de garantir le droit à disposer de son corps et l'accès à la santé. À chaque élection présidentielle, à chaque campagne, nous avons le sujet de l'IVG qui revient, comme si c'était un sujet négociable, comme si on pouvait commencer déjà à rejouer avec les conditions d'accès à l'IVG. Nous voulons inscrire l'IVG dans la Constitution et qu'on arrête d'en en parler une bonne fois pour toutes. Aussi, nous voulons mener ce combat au sein de l'Europe pour que tous les pays européens reconnaissent le droit à l'avortement. Nous voulons lutter contre les violences gynécologiques, avec notamment plus de formation pour les professionnels de santé, assurer la gratuité des protections périodiques, lancer une campagne d'information et de financement pour la contraception masculine, remplacer les congés paternité et maternité par des congés parentaux identiques pour les deux parents, et étendre l'accès à la PMA à toute personne en capacité de procréer. Nous voulons soutenir la recherche médicale sur les maladies gynécologiques, notamment l'endométriose, et je rappelle que l'une des rares lois votées par l'opposition pendant le quinquennat de Macron, c'était la loi pour la reconnaissance de l'endométriose comme une maladie longue durée portée par notre camarade Clémentine Autain. C'est avec cet exemple-là que je souhaite conclure pour montrer déjà l'impact d'avoir des députés féministes sur la vie quotidienne de centaines de milliers de femmes et pour vous appeler à voter et pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale et pour un programme qui met les femmes au centre de sa réflexion. Merci. Merci beaucoup. Voici le temps des questions-réponses, donc n'hésitez pas, si vous avez une question à la poser, ou si Sarah, tu as une question pour Caroline, ou Caroline pour Sarah, vous pouvez aussi initier l'échange. Levez la main, on fait circuler parmi vous un micro, et l'une ou l'autre des intervenantes se fera un plaisir de répondre à vos questions. Oui, on a une main levée ici. Alors en fait, le micro, je le rappelle, je ne l'ai pas dit en introduction, c'est parce qu'on est en direct sur Twitch et que cette conférence, cette réunion publique, vous pouvez la partager après puisqu'elle sera mise en ligne et sur Twitch et sur YouTube, sur tous les réseaux de Sarah Tiche que vous pouvez scanner avec le QR code. Voilà, donc la question. Oui, je voulais juste vous demander, par rapport au confinement et les chiffres des violences faites aux femmes, est-ce que ça avait augmenté ou est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus ou pas du tout? J'ai pas les chiffres. On a, c'est les chiffres d'augmentation du nombre de plaintes et d'interventions des forces de l'ordre. Là où c'est très compliqué de mesurer, c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus d'interventions des forces de l'ordre, hein, vraiment très clairement. Mais est-ce qu'il y a eu plus d'interventions parce que les forces de l'ordre n'avaient pas d'autres trucs à faire et que pour une fois ils sont vraiment intervenus à chaque fois? Ou est-ce qu'il y a eu plus d'interventions parce qu'il y a eu plus de violence? Et ça, c'est difficile de le mesurer. Donc il y a des pays dans lesquels on a vu une augmentation des violences pendant le confinement. Moi, je n'ai pas vu d'études là-dessus en France récentes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une très forte augmentation de la mobilisation des forces de l'ordre. Et ça pourrait expliquer la baisse des féminicides en 2020. Ce n'est pas uniquement dû au confinement, d'accord, le fait que les femmes étaient moins dehors, mais que, en fait, parce que ça pourrait peut-être plus... Ça aurait pu augmenter le risque de féminicide. Et en fait, comme il y a eu plus d'interventions des forces de l'ordre qui se déplaçaient plus facilement parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'autres trucs à gérer, en fait, parce que tout le monde était chez soi, ça pourrait expliquer une baisse du nombre de féminicides. Et les associations avaient tendance à dire que le confinement, de ce point de vue-là, avait permis de montrer ce que devrait être une réelle intervention des forces de l'ordre sur la question des violences au sein du couple. Voilà. Vous savez pourquoi je parle de violence au sein du couple et pas de violence conjugale ? C'est quoi la différence? Quand on dit conjugal, on pense à quoi? On pense au mariage. Et quand on pense aux femmes mariées, on pense à des femmes de quel âge à peu près? Ouais, 30, 40, 50, enfin en gros plus de 30, 35 ans. On est d'accord là-dessus, dans notre imaginaire.
D'accord ? La proportion, la tranche d'âge qui est proportionnellement le plus victime de violences de la part de leur partenaire. Et jeunes, 18-25. D'accord ? Ouais. Contrairement aux idées reçues. Et donc c'est pour ça que je parle très rarement moi de violence conjugale, je dis violence au sein du couple. Ça peut paraître un détail évidemment, on parle de la même chose, d'accord ? Mais dans l'imaginaire collectif, l'idée c'est aussi de montrer qu'en fait les violences elles peuvent commencer dès qu'on se met en couple, donc à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, il peut déjà y avoir des violences d'ordre psychologique, physique ou sexuel. Merci. Alors, moi, j'avais deux questions. Pas sûr que ça marche, ça. Ah, pardon. J'avais deux questions. Alors, la première, c'est pour vous deux. Vous avez évidemment parlé des écarts de rémunération. Et ce que vous proposez, c'est absolument essentiel. Je me demandais si vous aviez discuté de mesures qui sont peut-être un peu après la question des revenus, qui sont plus sur le patrimoine ou de l'impact des séparations. Des mesures qui peuvent parfois être un peu impopulaires, comme la déconjugalisation du quotient fiscal, ou la retenue des pensions alimentaires sur salaire, ou le fait que ces pensions devraient être imputées au père plutôt que, enfin, aux parents qui ne gardent pas l'enfant plutôt qu'aux parents qui les gardent. Mais bon, on sait que statistiquement, c'est généralement la mère. Ce qui implique justement une paupérisation assez importante des femmes. Et c'est un des ressorts finalement de la domination qui fait que c'est extrêmement dur aussi, par exemple dans les cas de violence dans les couples, d'en sortir. Je me demandais déjà si vous aviez parlé de ça. Et l'autre question qui était pour vous, Sarah, plus spécifiquement, vous allez rentrer dans une arène, enfin je vous souhaite en tout cas d'être élue et de rentrer dans cette arène qui est particulièrement violente. Qu'est-ce que vous allez répondre le jour où on va vous dire en fait vous prônez la désobéissance européenne et du coup vous n'êtes pas au rendez-vous pour défendre notamment les peuples de l'Est qui voient remettre en cause le droit à l'avortement ou le droit des personnes LGBT. C'est une question que je vous pose, je me fais l'avocat du diable, mais je pense que vous allez devoir y répondre. Donc c'est pour ça que je me permets de vous la poser. Je réponds sur le patrimoine. Et moi, je suis intéressée sur la question de la désobéissance européenne, mais je ne vois pas trop le lien entre on prône la désobéissance européenne et on ne soutient pas les peuples. Pardon. À partir du moment où nous, on peut désobéir, pourquoi les Polonais ne pourraient pas désobéir sur, par exemple, la charte, enfin la déclaration des droits de l'homme Ok. Alors sur la question du patrimoine, il faut que je vous retrouve le nom du podcast qui a été réalisé il n'y a pas longtemps à partir d'un livre justement sur le patrimoine, qui est un podcast d'économie, qui justement montre les inégalités de patrimoine très fortes qui se créent entre les femmes et les hommes. Je vais vous retrouver le nom du podcast, c'est un podcast passionnant qui explique bien justement comment ces inégalités ne sont pas uniquement des inégalités de revenus, mais enfin de salaire, mais des inégalités de propriété, d'accumulation des richesses, etc. Moi, je pense qu'il faut assumer le fait que tout ce qui relève de la fiscalité doit être individuel. Voilà. Et il faut arrêter avec le fait qu'on regarde la situation du couple, ça crée des inégalités absolument incroyables. Et voilà, moi, je suis vraiment favorable à ce qu'on déconjugalise tout ce qu'on peut déconjugaliser, quitte à avoir des systèmes de compensation, le temps que les choses se mettent en œuvre, etc. Et après, sur les écarts de rémunération, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au-delà des questions de patrimoine, c'est que quand on parle des écarts de salaire, on pense souvent aux écarts de salaire à poste égal ou à poste équivalent. D'accord ? Ça, c'est à peu près 8 à 9 points d'écart. Donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'à poste équivalent ou à compétence équivalente, les femmes et les hommes touchent en moyenne entre 8 et 9 points d'écart de salaire. C'est déjà énorme, mais ce n'est pas 23 ou 24%. D'accord ? La plus grosse partie des écarts de salaire ne sont pas dus, ne s'expliquent pas par des écarts à poste égal. Ils s'expliquent parce que le monde du travail n'est pas structuré de la même manière pour les femmes et pour les hommes. Donc par exemple, les femmes sont très majoritaires, surreprésentées dans les boulots à temps partiel. Et qui dit temps partiel, dit évidemment rémunération partielle. Les femmes sont concentrées dans des métiers à prédominance féminine, des métiers dits féminins, qui sont des métiers souvent du soin, des métiers dans lesquels le droit à la formation, l'accès à la progression de carrière, etc., est inférieur à la moyenne. Et c'est là où moi je trouve que c'est des sujets sur le plan économique qui sont à la fois passionnants et qui en même temps, moi, je m'engage moins sur ces sujets-là, je m'engage plus sur la question des violences. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ça va nous prendre des millénaires à changer les choses sur les questions d'égalité professionnelle,
Alors que sur la question des violences, j'ai l'impression que très rapidement, par des politiques publiques ambitieuses, on peut changer plus facilement les choses. Sur la question de l'égalité professionnelle, une politique publique déterminée et ambitieuse, c'est une politique publique qui va prendre tous les problèmes en même temps. Donc à la fois les écarts de rémunération à poste égal, donc la discrimination, à la fois l'écart de rémunération de temps de travail. Donc pour moi, la solution, c'est de réduire le temps de travail pour tout le monde. Si on passe aux 32 heures demain, partout en France, il faut accompagner ça, hein, je sais bien que ça ne va pas se faire comme ça. En fait, ça va réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Sur la mixité des métiers, si on décide d'augmenter tous les métiers à prédominance féminine de 1, 2, 3, 10% de salaire, genre comme ça, là pour le coup on peut le faire rapidement, il y a beaucoup de métiers qui sont des métiers publics, en fait on va mixer les métiers. Parce qu'une des raisons qui fait que les hommes n'y vont pas, c'est qu'en fait c'est des métiers mal rémunérés et mal considérés socialement. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut bouger. Il y a aussi des stats que j'ai découvert récemment, par exemple dans l'accès à la formation. Donc non seulement les femmes font moins de formation professionnelle, mais quand elles suivent une formation, elles obtiennent moins que les hommes une augmentation à l'issue de la formation. Oui, donc non seulement il y a un écart dans l'accès à la formation, mais après, une fois qu'on a fait une formation, on a moins accès à des augmentations de rémunération ou des progressions de carrière, etc. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment un enjeu de prendre le problème des écarts, en fait, de rémunération globalement, avec tout ce qui constitue les écarts dans le monde du travail. Et en effet, vous avez raison, tout ce qui constitue les écarts de patrimoine ou les écarts d'accumulation des richesses, quoi. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est il faudrait. Si j'arrive à. Si je peux me tenir juste au micro. Merci. Parce que sinon je ne vais pas y arriver. Ouais, ça va répondre et puis voilà, c'est bon. Je pense qu'il faudrait une espèce d'agent de liaison qui accompagne les femmes victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales à compter du dépôt de plainte. Et voilà, et pour trouver un foyer, récupérer les affaires, faire des démarches sociales et juridiques, etc. C'est une question de moyens, là, je pense. Peut-être juste après, je te laisse répondre sur deux choses. D'abord, la personne, on dit le Twitcher et la Twitcheuse. Donc le Twitcher a tout à fait raison. J'ai ouvert un compte Twitch hier. Genre, je suis genre ouh. Isabelle, donc la Twitcheuse, a tout à fait raison. Moi, j'avais fait cette enquête là sur l'accueil en gendarmerie et commissariat, et j'ai une copine qui bossait dans un centre d'accueil de femmes victimes de violences dans le 3e arrondissement de Paris, et qui m'a dit je suis sûre que notre commissariat, il n'est pas du tout dans la liste des commissariats ciblés, parce que ça se passe hyper bien à chaque fois qu'on y va avec une femme victime de violence. Et je regarde, et il y avait un truc genre horrible, une histoire affreuse d'une femme qui avait vraiment été maltraitée dans le commissariat. Et en fait, parce que elle était représentante d'une institution, quand elle y allait, évidemment, ça se passait beaucoup mieux. Donc en effet, une sorte d'agent de liaison qui accompagne la femme du début à la fin de tout son parcours, ça serait hyper bien. Ce qui serait aussi hyper bien, c'est que qu'elle soit accompagnée ou pas, elle ne soit pas insultée quand elle va au commissariat. Mais on peut se dire qu'on y va progressivement. Et juste, le livre, il s'appelle Le genre du capital, d'accord, aux éditions La Découverte. Et c'est un livre qui est écrit par Céline Bessière et Sybille Golac, qui sont donc sociologues et professeurs, qui sont sociologues. Et donc ça s'appelle Le genre du capital. Et vous avez un épisode des couilles sur la table. Vous connaissez le podcast Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, qui s'appelle Le patrimoine enjeu capital et qui revient sur ces questions-là. Voilà, chez Binge Audio. Donc moi je vais revenir sur la question de la désobéissance à l'Europe, parce que je suis contente que tu l'aies posée pour faire un point sur les différents types de désobéissance en fait. Il y a une désobéissance à la politique de l'austérité que l'Europe nous impose et qui nous empêche de mener nos chantiers écologiques. Il y a une désobéissance à la circulation d'une marchandise, où si nous voulons interdire les pesticides par exemple en France,
et que l'Europe maintient des pesticides, on ne va pas accepter ces marchandises sur notre territoire. Et puis il y a une désobéissance prônée par l'extrême droite, et qui est prônée par la Pologne aussi, qui est une désobéissance à tout ce qui est droit humain. Et ce n'est pas ce que nous prônons, au contraire. Nous voulons justement pousser une politique européenne plus dans les droits humains, plus dans le droit de l'IVG, plus dans le respect des minorités et dans la lutte contre la discrimination. Mais je trouve qu'il est important et intéressant de faire un peu les différents types de désobéissance qu'on pourrait avoir et qu'on arrête de se cacher juste derrière ce terme générique et qu'on fasse la différence entre des objectifs écologiques, une politique sociale, de service public ou une désobéissance par rapport à tout ce qui est droit humain en fait. Bonsoir. Je suis vraiment contente de vous avoir entendu tous les deux. Moi, je suis très sensibilisée à la question aussi. Je fais partie des personnes une cinquantaine d'années qui a eu beaucoup de déni. Donc, je me suis bien reconnue dans le portrait du début. Et j'ai lu des livres de Salmona, le livre noir des violences sexuelles, pourquoi le patriarcat, etc. Enfin, des livres qui m'ont ouvert les yeux. Ouais, c'est pas le sujet là, mais je me faisais la réflexion, et c'était intéressant le parallèle avec la violence routière et la consommation d'alcool. Et je me demande s'il y a des études qui sont faites ou des chiffres qui sont sortis sur les conséquences de l'alcoolisme. La manière dont l'alcool peut exacerber les conduites violentes sur les femmes. Voilà, parce que je m'interroge beaucoup, moi, entre la politique publique et ce qui se passe dans la famille, dans l'éducation, dans la manière dont le petit garçon, la petite fille sont élevés, etc. etc. Et c'est un domaine qui est tellement intime, tellement large, et dans quelle mesure l'État peut intervenir dans ce foyer, dans ce lit. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'un viol conjugal il y a très peu de temps. Enfin, voilà, je ne suis pas la plus... Donc, quand je dis, voilà, si moi, j'en suis là, je me dis, il y en a plein aussi qui ne savent pas encore ce que c'est qu'être violé. Ou violé. Enfin, voilà, les hommes et les femmes. Alors ça c'est sûr, nous on le voit très fortement, par exemple avec nous toutes on avait fait une enquête sur le consentement en 2020, je crois que c'était juste avant le confinement, une grande enquête sur le consentement qu'on avait lancée sur les réseaux sociaux, et en 10 jours il y a 100 000 personnes qui ont répondu à l'enquête. Alors que c'était une enquête, il fallait mettre 10 minutes pour répondre. Et déjà, premier truc qui moi m'avait énormément bouleversé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui répondaient à l'enquête et qui en pensant qu'il n'y aurait pas de problème. Et puis à la fin de l'enquête, c'était dur, hein. On avait mis plein de panneaux en mode attention, c'est une enquête dure et tout ça. Et les gens, à la fin, ils disaient quand même, ok, vous nous avez prévenu, mais en fait, je ne pensais pas que ce serait dur comme ça. Et qui prenaient conscience en répondant à l'enquête. Et moi, je l'ai fait avec des copines autour de moi. Ils disaient, bon, j'ai fait ton enquête pour te faire plaisir. Je vais faire ton enquête pour te faire plaisir. Donc je fais hop, et puis à la fin, j'aurais peut-être pas dû faire ton enquête en fait, parce que en fait, c'est la cata, quoi. J'ai vraiment pris conscience du truc. Donc ça, c'est évident. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que dans l'enquête, on ne prononçait pas le mot viol. On décrivait des faits, on disait est-ce que vous avez été confronté à ça, qui étaient des faits qui correspondaient à des viols, mais sans le prononcer le mot. Les résultats ont été absolument... Enfin, moi, j'ai été choquée, alors que franchement, j'aurais dû savoir, mais j'étais choquée par l'ampleur des violences, notamment chez les plus jeunes, parce que les 3/4, je crois, des gens qui avaient répondu à l'enquête avaient moins de 35 ans. Donc, c'était vraiment très jeune, quoi. Et la moitié avait moins de 25 ans, en fait, très très jeune. C'était que pour des majeurs, hein. Il n'y avait pas de personnes mineures. Et donc, vraiment, il y avait une grosse proportion des répondantes, principalement des femmes, qui avaient 18-25 ans. Et je suis sûre qu'on aurait mis le mot viol, on aurait eu beaucoup, beaucoup moins de réponses. Enfin, c'est sûr et certain. Donc voilà. Et puis par ailleurs, sur le viol au sein du couple, viol conjugal, je ne sais pas si vous savez la date à laquelle la première condamnation a été prononcée. Parce qu'en fait, le viol conjugal est interdit depuis... Vous savez depuis quand le viol est interdit en France? Parce que les gens disent, il faut laisser le temps au temps, tu sais, le temps qu'on prenne les lois, tout ça, qu'on comprenne. 1792. Ça, on a eu le temps, je crois. Enfin, oui, 1792. Alors, certes, c'est devenu un crime en 1980, donc c'est plus récent.
Mais même 1980, on a eu le temps quand même de voir venir le truc, quoi. Vous voyez, bon, je veux bien croire qu'il faut du temps pour comprendre, mais là, ça va, quoi. Bon. 1792, je pense qu'on a eu le temps. Et par contre, le viol conjugal, c'est 1990. Ouais, donc c'est beaucoup plus récent. D'accord, en fait, ça a toujours été interdit, mais le fait qu'il y ait une sanction, une condamnation, c'est 1990. Alors, sur l'alcool, il y a deux trucs. D'abord, sur l'alcool, j'ai pas les chiffres, hein, mais il y a sans doute des études qui montrent que ça exacerbe. Après, moi, là où je suis toujours prudente, c'est, je pense pas que quelqu'un qui est profondément empathique et bienveillant, parce que alcoolisé, va devenir violent. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des réactions excessives, il peut y avoir la difficulté à sentir des limites, mais pas au point d'avoir un comportement qui est manque de respect. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi quand on est bourré, globalement, on peut monter sur les tables, danser, etc. Bon, ok, bon, d'accord. Mais on peut parler moins bien, avoir moins de filtres, vous voyez. Mais de là à avoir un comportement qui ne respecte pas le consentement de l'autre, pour moi, ça veut dire que même pas bourré, la personne a déjà un problème de respect du consentement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va exacerber, mais ça ne va pas créer une violence chez quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément sur la question de l'alcool. Pour moi, il y a vraiment une différence entre, genre, on a l'impression que les gens sont parfaitement conscients du respect de l'autre, puis d'un coup, il y a de l'alcool, ils vrillent, quoi. Non. C'est-à-dire que les personnes qui vrillent en étant alcoolisées, c'est des personnes qui déjà ont un problème de respect du consentement dans leur comportement au quotidien. Alors peut-être ça ne s'exprime pas aussi fortement, mais je pense qu'on peut quand même voir les indices qu'il y a un problème. Et après, ce que vous dites sur la famille, ça c'est super intéressant parce que ça fait partie des éléments qui font totalement péter un câble à la droite et à l'extrême droite. C'est-à-dire que quand on commence à dire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe dans les familles et dans le lit conjugal, là les gens ils pètent un câble. Et moi ce que je trouve fascinant, c'est que tous ces gens qui pètent des câbles sur les violences sexuelles n'ont absolument rien dit quand il s'est agi, par exemple, de faire des campagnes de communication sur le préservatif. Ou quand on fait des campagnes de communication pour apprendre à trier ses déchets, quand on fait des campagnes de communication sur la santé bucco-dentaire de nos enfants, bah, excusez-moi, mais on va dans les familles, on va dans l'intimité, on va dans ma salle de bain pour expliquer à mon gamin comment il doit se laver les dents. Très sincèrement, je suis très contente de ça. Hein. Je ne l'ai pas très bien expliqué manifestement. Donc l'école a mieux fait le travail que moi. D'accord ? Mais moi, je suis très contente de ça. Ça ne me pose pas de problème que les politiques publiques viennent dans les familles. Évidemment qu'il faut venir dans les familles. C'est un des lieux centraux des violences, et notamment des violences que subissent les enfants. C'est un des lieux centraux des violences que subissent les enfants, le noyau familial aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on peut faire des trucs sur genre les violences à l'extérieur. La réalité, c'est qu'un enfant, statistiquement, le risque qu'il soit victime de violence est plus fort dans la famille qu'à l'extérieur. Donc quoi, on ne regarde pas? On les laisse? On abandonne tout ça? Non, évidemment qu'il faut les regarder. Évidemment que les politiques publiques doivent s'intéresser. Donc moi, voilà. Et de tout temps, les politiques publiques, en fait, de tout temps moderne, les politiques publiques se sont intéressées à ce qui se passait dans la famille. Et donc à partir du moment où il y a des violences, à partir du moment où il y a des comportements qui mettent en danger la santé des autres ou qui mettent en danger les autres, évidemment que les pouvoirs publics ont à s'intéresser à ce qui se passe dans les familles. Et vraiment cet argument de genre on va pas aller regarder dans le lit conjugal, on va pas aller regarder ce qui se passe dans les foyers, on va pas aller regarder ce qui se passe dans la chambre des enfants. Mais donc quoi? En fait, c'est assumer d'abandonner des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui sont victimes de violences. Des centaines de milliers en fait d'enfants qui sont victimes de violences dans les familles. Donc ça, voilà, moi j'assume ça, le fait que les politiques publiques doivent aller voir dans l'intimité, dans les familles, en tout cas dans ce qui se passe dans les familles. C'est pas du tout contradictoire pour moi avec le respect de l'intimité des individus. Quand vous faites des campagnes de com pour le préservatif, vous parlez de sexe, vous parlez de capote, vous parlez de pénis, vous parlez de vagin, enfin vous parlez de sexe quoi, d'anus, enfin vous parlez de sexe quoi. Est-ce que ça veut dire que vous allez rentrer dans les sexualités des gens pour aller regarder comment ça se passe et leur dire attention là non, enfin voilà, sauf s'il y a des violences là évidemment on va s'en occuper, mais pour moi c'est pas contradictoire de mener des politiques publiques. Quand on dit aux gens d'arrêter de boire de l'alcool dans leur soirée en prenant le volant, avant de prendre le volant, on rentre dans leur intimité, on rentre dans leur vie, et c'est pas contradictoire avec le fait de respecter les individus et de respecter la liberté de chacun quoi. Victimes de violences, s'ils ne sont pas réparés quelque part, produisent à nouveau, risquent de produire à nouveau des violences. Après, bon, c'est tout le rapport de domination et de soumission, c'est des relations très subtiles, et l'intervention de l'État est quand même très subtile, quoi. C'est pas comme se laver les dents ou mettre une capote, ouais. On est d'accord, c'est quand même le lien à l'autre, la relation à l'autre. Alors,
Moi, on touche une sphère. Enfin, je fais un peu l'avocat du Ah oui, diable, vous mais avez raison. c'est tellement un endroit où comment on peut intervenir dans le relationnel. Ouais. Il y a Alors, pas vous avez raison. Moi, on me dit souvent, Caro, ça va, comparaison avec la sécurité routière, avec les lavages de dents ou le tri des déchets, ça va 2 minutes, c'est quand même pas pareil. Même les préservatifs, c'est pas pareil. Et vous avez raison, c'est pas pareil. Et notamment quand on parle des violences que subissent ces enfants, on est vraiment sur un truc de l'indicible, voilà, qui est... Et en même temps, donc je suis d'accord sur le fait que c'est différent et que les politiques publiques doivent être pensées sans doute différemment. Et en même temps, on a aujourd'hui tellement de matière, mais on a un nombre de recherches, de travaux, d'études qui sont capables aujourd'hui de détecter quand il y a un truc qui dysfonctionne dans la famille. Et par exemple, par les travailleuses sociales ou les travailleurs sociaux. On est capable aujourd'hui, dans une école, quand on se sensibilise, quand on se forme, d'identifier les problèmes. On est capable de réparer les enfants. On est capable de réparer les enfants. Et plus on le détecte tôt, en fait, les enfants sont méga résilients. Donc même sur des trucs très durs, en fait, on peut réparer, on peut reconstruire, d'accord ? On est capable, à partir du moment où on détecte. Et donc, c'est là où moi je suis partagée. C'est-à-dire, oui, c'est pas pareil, et oui, il y a des politiques publiques spécifiques à construire, à imaginer. Et en même temps, moi j'ai formé des dizaines, des centaines de professionnels du travail social, de la santé, à qui j'ai appris à détecter les violences. Et c'est technique, c'est technique dans le sens, c'est des compétences techniques, alors qui demandent de l'empathie, qui demandent aussi d'autres types de compétences, de relations humaines. Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales en général, évidemment pas tous, mais globalement ils ont quand même des compétences d'empathie assez développées, d'accord ? Et donc, en fait, c'est possible de faire ça. Donc je dis pas que c'est facile. Par exemple, moi, les travailleuses sociales que j'ai formées, je dis travailleuses parce que c'était quasiment que des femmes, il y a un département dans lequel je suis intervenue, je faisais des formations de 10 jours, d'accord ? C'était au bout de la 4e journée que j'arrivais à les faire basculer sur une technique de détection des violences, qui est ce qu'on appelle la détection systématique. Nous, ce qu'on recommande dans les entreprises, dans le travail social, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un entretien, par exemple un entretien annuel dans une boîte, ou à chaque fois qu'il y a un entretien avec quelqu'un de travail social, enfin voilà, quelqu'un qui reçoit une femme ou un homme on pose la question des violences. Est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes victime de violences ? Ben, franchement, les travailleurs sociaux, c'est dur de les faire basculer. Hein. Parce qu'ils disent, mais attendez, d'abord si elle me dit oui, je fais quoi ? Chaud, hein, voilà, je ne suis pas formée, donc c'est pour ça qu'on fait des formations. Et puis après, ils disent, ça va la braquer, j'ai déjà trop de problèmes, j'ai trop de taf, etc. Je mets 4 jours à les faire basculer. C'est long, hein, 4 jours de formation. Vous savez, c'est une grosse formation. Hein. Je mets 4 jours à les faire basculer, et en général, au bout des 10 jours, non seulement je les ai fait basculer, mais j'ai réussi à leur faire mettre en pratique et à les convaincre par le terrain que ça marchait. Mais ça demande des moyens qui aujourd'hui ne sont... Aujourd'hui, il y a des formations en ligne de 3 heures, quoi. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas sérieux. On ne peut pas apprendre à faire son métier et à détecter les violences. En particulier sur les femmes adultes, déjà c'est dur, mais alors sur les enfants, enfin, ça prend, c'est du temps, quoi. Donc voilà, c'est juste que ça existe en fait, on sait faire. Et moi, c'est ça qui me fait aussi péter un câble, encore une fois, c'est que on sait faire en fait. C'est-à-dire que si demain on a un Premier ministre, je dis plus un président de la République parce que là c'est raté pour ce coup-ci, mais si demain on a un Premier ministre qui dit ok, c'est la priorité, on va former tout le monde. Moi, je pense qu'en 10 ans, on divise par 2 ou 3 le nombre de violences dans ce pays. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. On sait faire, en fait. Et qu'on ne soit pas capable de décider de mettre en place des systèmes qui permettent de former tout le monde d'un coup, pas d'un coup, en 1 an ou 2 ans, je sais qu'on ne peut pas former tout le monde d'un coup, mais en 2 ou 3 ans, on peut mettre en place des plans de formation qui vont former genre 20 ou 30% de la population pour professionnels. Et si vous formez 30% de la population, vous faites basculer la majorité, en fait. Mais il n'y a pas besoin de former... Enfin, ce serait bien de former tout le monde, hein. Mais si vous faites former suffisamment, ça bascule, quoi. Voilà. Ça, c'est de la prévention. Bah oui, et de la détection. C'est pas que de la prévention, parce qu'on détecte aussi des problèmes existants. Il y avait une personne là, je crois, et puis une personne là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais revenir un peu sur le volet professionnel, même si effectivement c'est pas votre... vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas forcément le domaine le plus... vous avez pu chercher, mais aujourd'hui on a, donc vous l'avez rappelé à travers vos chiffres, hein, les écarts salariaux qui sont soit par le déroulement de carrière, donc par l'accès à certains postes, soit par le poste à poste. On voit depuis plusieurs années des évolutions législatives, hein, des textes qui se durcissent, à la fois sur l'égalité salariale, à la fois sur le volet... la loi santé et travail a intégré le sexisme où les décrets sont tombés l'année dernière sur les violences, ce qui est une progression.
Mais en parallèle, il n'y a aucune mesure de contrainte aux entreprises de faire des choses. Que ce soit sur le volet formation, que ce soit sur le volet prévention, parce que je pense que le volet prévention est vraiment un sujet de fond sur lequel il faut travailler, mais également sur l'égalité de traitement pour régler effectivement ce sujet d'égalité salariale. Moi, je travaille dans une entreprise, une société anonyme à capitaux publics. On se glorifie d'être à 4% d'égalité salariale. Donc on est en dessous, on est meilleur que la moyenne en France. Voilà. On est une entreprise qui, lors des accords qui sont obligatoires sur l'égalité professionnelle, dit oui, on va signer un accord, mais on ne va pas imposer la formation de nos dirigeants, de nos managers, sur la sensibilisation, sur tout ça. Et effectivement, quand on arrive après sur le terrain, dans les établissements qui doivent mettre en place ces différents accords ou appliquer juste la législation, il manque des morceaux. Il manque des morceaux parce qu'il n'y a aucune volonté, aucune mesure qui dit aux employeurs, maintenant vous faites. Donc quelles mesures derrière on peut proposer, seront proposées pour déjà imposer aux employeurs d'appliquer la loi, dans un premier temps. Et puis derrière, tout à l'heure vous avez parlé de renforcer excusez-moi si je me trompe du terme, de créer une commission en lien avec les inspections du travail. Je me trompe du terme, je suis désolé. C'est quelque chose d'intéressant sur le fond, parce qu'on a plein de commissions. Les salariés ont plein de différentes commissions, égalité professionnelle, les différents rapports, les différents baromètres, etc., qui sont bien sûr qui n'imposent rien aux employeurs. Mais derrière, on va se confronter, et c'est pour ça que le sujet de comment on traite globalement les choses me paraît très intéressant. On va se confronter à les inspecteurs du travail qui ne sauront pas répondre. Qui ne sauront pas répondre aux différentes alertes. On le voit aujourd'hui déjà sur différents sujets qui peuvent être portés au niveau des inspections du travail, sur le respect de la loi du Code du travail pur et dur, sur le temps de travail, sur les horaires, sur la rémunération juste, etc. Mais voilà, c'est comment on traite effectivement ce sujet plus globalement. Mais moi, je reste persuadé que effectivement le volet prévention du début jusqu'à la fin, donc en passant par l'éducation à travers l'école, mais également dans le monde de l'entreprise, fera évoluer les consciences. Nous, on a pu le voir. Moi, je suis dans un domaine, je travaille dans la maintenance, donc je suis dans un domaine plutôt masculin. On a eu des femmes qui sont arrivées dans nos ateliers de maintenance, et tout de suite, on a eu des collègues qui ont dit non, mais c'est pas possible, ils pourront pas faire ce qu'on fait, etc. En fait, on a eu un peu l'effet inverse. On s'est enfin posé la question de comment on peut travailler autrement. Parce qu'effectivement, c'est le corps humain qui veut ça, majoritairement. Des fois, on porte des organes lourds ou des choses très lourdes. On va le porter à la main, alors qu'on aurait pu le porter autrement. Et en fait, l'arrivée, je pense que ça, c'est aussi des choses à porter, à déployer, à analyser, et qui peut aider à sensibiliser les gens que, effectivement, la mixité des métiers sera une plus-value pour l'ensemble des personnels. Et derrière, pour l'ensemble de la population. Alors, sur les entreprises, d'abord, la première chose qu'il faut réussir à obtenir, d'abord, la première chose à faire, c'est de se syndiquer, parce que c'est quand même le meilleur moyen d'obtenir que dans les entreprises, il se passe quelque chose. Les syndicats, par ailleurs, sont outillés sur ces questions-là. Je pense notamment à la CGT et à la CFDT, qui ont travaillé sur ces questions-là fortement, solidaires aussi, et qui ont des commissions au niveau confédéral, égalité, qui ont énormément travaillé sur ces sujets-là et donnent beaucoup d'outils aux personnes qui sont engagées. La première chose à faire, je pense qu'on est dans une boîte, c'est d'obtenir des chiffres. Donc en effet, d'avoir des stats précises. Là, le 4%, par exemple, c'est une stat. Moi, je fais beaucoup dans mon travail des sondages internes sur les violences. Et quand vous sortez les stats en disant, dans la boîte, il y a 10, 15, 20% de femmes qui disent avoir déjà subi du harcèlement sexuel dans la boîte, je ne parle pas depuis le début de leur carrière, mais dans la boîte. Là, en général, les directions, ça les force à réagir parce qu'ils ne peuvent pas laisser ça sans rien faire. Donc les stats, les chiffres, c'est fondamental. Ça permet vraiment d'aller voir où il y a les problèmes et d'agir en conséquence et de pousser les directions à agir. La deuxième chose, en effet, c'est la formation. Donc c'est d'imposer la formation de tout le monde et puis des mesures de rattrapage quand il y a besoin.
Là où on a une difficulté, c'est que vous faites une loi qui dit la formation est obligatoire. Si vous n'avez aucune amende si ce n'est pas appliqué et que vous n'avez aucun moyen de contrôle, en fait, ça ne marchera pas. Or, est-ce que vous savez, en France, le nombre d'inspecteurs du travail? Il y en a 1950. 1950, d'accord, pour regarder des millions, je crois qu'il y a 8 millions d'entreprises, enfin c'est un truc incroyable. Bon. Donc le décalage est total, quoi. Donc en fait, vous avez beau faire des lois, à partir du moment où on ne donne pas les moyens à l'inspection du travail d'aller vérifier, puis quand l'inspection du travail arrive dans une boîte, comment vous dire que l'égalité salariale, ok, c'est important, mais en fait là il y a une poutre qui est en train de tomber sur la gueule des gens, il y a des planchers qui sont en train de s'effondrer, il y a du harcèlement moral à tous les étages, enfin vous voyez, il y a un moment où la question de l'égalité dans l'accès à la formation professionnelle, elle passe, enfin je dis évidemment, je ne suis pas contente de ça, mais c'est la réalité, ils font avec aussi les moyens du bord et avec les urgences qu'ils doivent traiter, vous voyez. Donc il y a vraiment pour moi un enjeu de renforcement, donc de formation de l'inspection du travail, évidemment, parce que sur les questions de harcèlement sexuel, par exemple, c'est un sujet pas nouveau dans les entreprises, ça a toujours existé, mais nouveau dans le fait que les entreprises s'en emparent. Et donc, voilà, et c'est vrai aussi dans la fonction publique par ailleurs. Et donc, on a besoin de former les services d'inspection, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé. Mais pour moi, vraiment, cette question de... Enfin, je ne crois pas que la loi va changer les choses suffisamment. Pour moi, la solution, c'est quand même globalement, c'est bien les lois, parce que ça permet qu'après les syndicalistes en fait s'en servent pour imposer des changements dans les entreprises, quoi. Bonsoir. Moi, c'était une question sur la prescription des faits, sur les viols et les agressions sexuelles. Parce que quand on est une femme et qu'on subit donc, une agression ou un viol, le trauma fait que la parole peut se libérer parfois au bout de plusieurs années, quand les faits sont déjà prescrits. D'autant plus que aussi, ça m'amène à une deuxième question, c'est que le fait que donc sur le chiffre de Sarah, qu'il y a 1 seul % des plaintes pour viol qui aboutissent à une condamnation. Et donc la deuxième question, c'est aussi comment... déjà première question, donc est-ce que vous comptez supprimer ou au moins allonger la durée de la prescription des faits? Et deuxième question, comment on fait en sorte que le pouvoir judiciaire il mette en avant d'abord la parole des victimes plutôt que celle des agresseurs? Voilà. Alors, moi je suis pas d'accord avec la prescription avec bon nombre d'associations féministes. On a un débat là-dessus en fait dans les mouvements féministes. Moi je suis pas pour l'imprescriptibilité. D'accord, je suis favorable à la prescription des faits en France, dans la société en fait. Je pense que la prescription est un outil important d'une société. Après un certain nombre d'années, là en l'occurrence je crois que c'est 30 ans après les faits, après la majorité, je considère qu'on peut se dire que voilà, les faits sont trop anciens pour pouvoir être jugés de manière efficace par un système qui s'appuie sur des preuves matérielles. Et que par ailleurs la société peut considérer qu'au bout d'un certain temps, même sur des faits très graves, je sais que c'est difficile à entendre, notamment pour les personnes victimes. Voilà. Moi, c'est une position politique en fait que je tiens. Je pense que la prescription n'est pas, pour moi, le sujet principal en fait. Et j'ai un autre sujet avec la prescription, c'est que, en fait, le fait de demander l'imprescriptibilité, c'est en général des propositions qui s'accompagnent de propositions qui veulent durcir notre arsenal législatif et pénal, qui sont des propositions portées dans l'espace public par la droite et par l'extrême droite, avec un truc de dire qu'il faut punir plus fort, il faut punir plus longtemps. Et en fait, ça ne marche pas, ça. C'est pas du tout, je pense, efficace. Voilà. Moi, par exemple, autre thématique, je suis pour, donc là aussi j'ai des débats avec bon nombre de militantes féministes, je suis pour l'abolition du système carcéral. Je pense qu'il faut supprimer les prisons. En fait, je pense que c'est une aberration, c'est débile au sens, je ne sais pas comment dire autrement. Ça n'a aucun sens en fait. La prison est une violence, d'accord, qu'on fait à des gens pour leur expliquer qu'il ne faut pas être violent. Arrête de taper, arrête de taper, mais ça marche pas en fait. Vous voyez, c'est comme donner des claques aux enfants ou des fessées aux enfants pour leur expliquer qu'il faut arrêter de faire des bêtises ou d'arrêter de taper. Ça ne marche pas. D'abord, c'est une violence, donc moi je suis contre la violence, et par ailleurs, c'est totalement inefficace, d'accord. Donc, pour moi, cette question de l'imprescriptibilité, elle a vocation, de fait, c'est un débat, hein, donc il y a plein de militantes féministes qui portent ce débat-là et que je respecte profondément, avec qui j'ai par ailleurs une immense majorité de points d'accord. Mais pour moi, elle a vocation, en fait, à détourner en fait, le problème. C'est-à-dire, le problème, c'est comment ça se fait qu'on n'entend pas. Parce que vous parlez de libération de la parole, la réalité, c'est qu'en fait, la parole, elle est souvent déjà là. Mais nous, on ne l'entend pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas les signaux d'alerte?
qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été capable de traiter le trauma et l'amnésie traumatique? Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Et ça, pour moi, c'est ça le problème. Et se dire qu'on va étendre ad vitam aeternam l'imprescriptibilité comme si c'était la solution, alors qu'en fait, c'est pas vrai qu'un procès 40 ans après les faits, en tout cas, moi, je ne pense pas que ce soit une solution. Voilà. La solution, pour moi, d'abord, c'est d'empêcher qu'il y ait des violences, d'accord? Et quand elles ont lieu, de les détecter le plus vite possible pour qu'elles puissent être traitées. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un débat, voilà, sur lequel, enfin, voilà, il y a un débat politique sur la question de la prescription, et on n'est pas d'accord entre nous, entre les mouvements féministes, et d'ailleurs, tant mieux, parce que je pense que c'est bien d'avoir des débats politiques sur des sujets qui, pour moi, confient un peu à la philosophie, quoi. C'est quoi notre projet de société, en fait? Et moi, je pense que on a une seule vie, et que quand on a fait quelque chose, y compris de grave, il y a 30 ans, on a le droit, en fait, d'avoir la possibilité de reconstruire sa vie à partir. Enfin, d'ailleurs, si on a été sanctionné, de toute façon, on a le droit de reconstruire sa vie. Voilà. Si la sanction n'est pas tombée parce qu'il n'y a pas eu de plainte ou que voilà, on peut considérer qu'une durée 30 ans après les faits, en tout cas 30 ans après la majorité, moi je considère que c'est suffisant pour se dire qu'on a laissé le temps à la justice, dans un monde dans lequel elle devrait fonctionner, de fonctionner correctement. Après, comment on fait quand la justice ne fonctionne pas pour qu'elle entende la parole des personnes victimes? Là, pour moi, il y a vraiment un enjeu de formation. En fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de formation, parce qu'on voit des... Moi, j'ai entendu, par exemple, une juge aux affaires familiales. Donc, les juges aux affaires familiales, c'est des juges qui traitent notamment des faits de violence, dire devant une salle de, je sais pas, il y avait 200 personnes, ah oui, alors nous, dans notre département, je suis assez fière, on a délivré genre 10 ordonnances de protection. Donc l'ordonnance de protection, c'est un dispositif qui permet qu'une personne victime de violence conjugale voit par exemple le conjoint éloigné, ou qu'on retire son arme s'il a une arme, ou qu'on lui enlève la garde des enfants, qu'on le force à verser une pension alimentaire, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est un papier du juge qui dit « Madame est en danger, madame est protégée ». Et la juge, elle dit « Ah nous, c'est pas mal, on en a 10, donc c'est rien ». Voilà. Donc déjà, je fais « hein ». Et là, elle dit « Bon, par contre, moi, c'est clair, hein, je ne donne pas d'ordonnance de protection s'il n'y a pas de plainte, parce que sinon, c'est pas sérieux. » L'ordonnance de protection a été créée justement pour permettre aux femmes qui ne pouvaient ou qui ne voulaient pas porter plainte d'être protégées. Donc le principe de l'ordonnance de protection, c'est de pouvoir être délivrée sans plainte. Et là, la juge aux affaires familiales dit « Dans le département, je ne les délivre pas sans plainte. » Résultat, en France, on délivre à peu près 3000 ordonnances de protection par an. En Espagne, ils en délivrent 20 000. D'accord ? Il y a moins de femmes en Espagne qu'en France. Hein. La population est moins importante. Donc voilà. Donc ça, pour moi, ça fait partie de la formation. Si cette magistrate avait été formée à comprendre l'ordonnance de protection et à l'appliquer de manière efficace, en fait, elle ne dirait pas des choses comme ça. Et puis après, il y a un enjeu plus large de société. C'est-à-dire que les magistrats, ils sont comme vous, comme moi, ils sont pétris de stéréotypes. Et donc, ils traitent les personnes qu'ils reçoivent avec des stéréotypes. Et donc, tant qu'on n'aura pas non plus fait un énorme travail d'éducation, de formation à tous les échelons dans la société, il n'y a pas de raison que la justice soit meilleure que les autres. Alors si, on pourrait estimer qu'elle devrait être un peu meilleure que les autres. Mais enfin, c'est pas des c'est pas des gens, c'est pas des aliens, quoi. Ils vivent dans cette société, les magistrates et les magistrats. Et donc, ils reproduisent, comme nous, les stéréotypes. Et dans tous les sens. Par exemple, il y a eu une étude, une fois, sur les condamnations sur les violences sexuelles. Quand c'était une juge ou quand c'était un juge. D'accord ? Pour les mêmes faits. À votre avis, qui donne les plus fortes amendes, enfin les plus fortes condamnations ? C'est les femmes. Les femmes jugent plus sévèrement. Non, pardon, excusez-moi. Pardon, c'est l'inverse. C'est les hommes. D'accord ? Pourquoi, à votre avis, c'est l'inverse ? Pourquoi les femmes jugent moins sévèrement ? Elles ont peur d'être taxées allez-y, disons-le, de féministes. Elles ont peur qu'on leur dise « tu juges comme ça parce que tu es une femme ». Et donc, elles s'autocensurent elles-mêmes. Et vous êtes là, mais ouais, on n'est pas sorti des ronces, quoi. Parce que là, c'est quand même très profond comme stéréotype et comme idée reçue. Vous voyez, qu'on a totalement auto-intégré. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu de formation et un enjeu de changement de société. Voilà. J'essaie de regarder sur la... Je ne suis pas sûre qu'il y a un... Ouais, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de... Je regarde dans le livret s'il y a des propositions là-dessus, mais je pense que sur l'imprescriptibilité, il n'y a rien, parce que justement, il y a des débats entre les mouvements féministes. Alors la prescription est moins forte, ouais, en fonction des types. Ouais. Ouais. Donc les délits, c'est 6 ans. Pour les majeurs, c'est 6 ans après les faits. D'accord ? Ça, c'est les délits. D'accord ? Et les crimes, c'est 20 ans et 30 ans après la majorité. Enfin, voilà. En plus, ça dépend si c'est mineur ou majeur. Mais pour les crimes, c'est beaucoup plus, ouais. C'est beaucoup plus. Ouais, c'est 6 ans une agression sexuelle.
Sur le mineur, c'est plus, c'est 10 ou 15. Mais voilà. Bonsoir. Luc posait cette question à l'introduction et je me permets de la reposer. Le féminisme, c'est un mouvement intellectuel dans lequel il y a énormément de branches qui, pour certaines, se contredisent beaucoup. Les matérialistes ne sont pas du tout d'accord avec les libérales, qui ne sont pas du tout d'accord avec les intersectionnels, qui ne sont pas du tout d'accord avec les TERF, par exemple. Est-ce que vous pourriez donner une définition de féminisme qui permette de faire tronc commun par rapport à toutes ces branches, ou est-ce que les mouvements sont trop éloignés pour qu'une définition unique puisse être opératoire? Alors, non, je ne peux pas donner une définition qui fasse à toutes ces branches, puisque ces branches sont antagonistes, voire adversaires. Je vous prends un exemple, Laurence Parisot. Laurence Parisot, qui est l'ancienne patronne du MEDEF, elle se définit comme féministe. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy avant, se définit comme féministe. D'accord? Ces personnes-là, je ne suis pas d'accord avec elles. Sur à peu près pas grand-chose, en fait. Je ne suis pas d'accord avec elles sur à peu près tout. D'accord? C'est des personnes, Laurence Parisot, quand vous lui dites la priorité c'est d'augmenter le SMIC, elle dit non, la priorité c'est de permettre à des femmes d'accéder à plus de postes à responsabilité dans les grosses boîtes. Bah non, là je suis vraiment en radical désaccord. Roselyne Bachelot, elle dit qu'elle est féministe. Moi je ne donne pas des leçons, enfin je ne donne pas des brevets, donc elle dit qu'elle est féministe. Elle mène une politique publique quand même qui a eu comme conséquence pour l'hôpital de fermer des centres d'IVG. D'accord? Donc ouais, pour moi là il y a un radical désaccord et je n'ai pas la volonté de créer un tronc commun avec ces personnes-là. Je suis en radical désaccord. Et puis, on a parlé des TERF. Donc, les TERF, c'est des personnes qui se définissent comme féministes. Enfin, moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce féminisme-là, qui déclarent que les personnes trans, et notamment donc les femmes trans, qui donc ont été assignées hommes à la naissance et qui sont des femmes, d'accord? Donc, des femmes trans, ne sont pas des femmes, en fait. Voilà. C'est ça qu'elles disent, en fait, ces militantes-là. Et moi, je pense que c'est une violence transphobe de dire ça. Je suis en radical désaccord avec ça. Voilà. Et je ne veux pas créer de tronc commun avec ces personnes-là. À aucun moment. Je suis en désaccord. Voilà. Les personnes qui expliquent, comme c'est le cas de Marine Le Pen d'ailleurs, qu'elle est féministe, alors, quasiment à deux doigts de se dire féministe, hein, Marine Le Pen. Franchement, c'est chaud. Hein, et qui expliquent en même temps que en fait, les violences, c'est principalement la responsabilité des personnes immigrées, des personnes étrangères. Donc d'abord, c'est faux factuellement. Donc partir d'un faux constat, c'est apporter une mauvaise solution. Et puis c'est raciste. Voilà, donc c'est faux et raciste, comme raciste et faux, ça va souvent ensemble par ailleurs. Je n'ai pas envie de faire de tronc commun avec cette personne-là. Donc oui, il y a des clivages, il y a des désaccords fondamentaux au sein des personnes qui se déclarent féministes, d'accord? Il y a des personnes avec qui je ne partage rien du tout. Il y a des personnes avec qui je partage un petit peu, des personnes avec qui je partage beaucoup. En fait, comme dans tous les... En fait, c'est un mouvement, c'est des mouvements politiques comme les autres, quoi. Et voilà, c'est pas parce que Laurence Parisot se dit féministe que Marine Le Pen ou des gens proches de Marine Le Pen peuvent se dire féministes, qui arrivent aujourd'hui, que j'ai quoi que ce soit à voir avec eux, et surtout que j'ai envie de créer un tronc commun avec eux. Voilà, cette question de l'alliance absolue. Il y avait Libé une fois qui avait fait un truc genre, qui déplorait que les féministes se bataillent entre elles. Mais je veux dire, pourquoi on devrait être... Enfin, en fait, on a le droit de pas être d'accord. Et c'est pas... Enfin, ouais, c'est pas grave, en fait. Et j'ai pas du tout envie d'être d'accord avec ces gens-là. Enfin, voilà. Ouais. Bonsoir. Ma question, c'est sur la constitutionnalisation de l'IVG. Parce que, en théorie, moi, je suis pour. Grave pour. Enfin, c'est... Bon, voilà. Parce qu'on doit disposer chacune de notre corps. Mais le problème, c'est la réforme constitutionnelle, ça implique un référendum. Et du coup, même si on a une majorité sur le papier, et même à l'Assemblée, supposons que le projet est porté, ensuite, comment ça se passe dans la suite des choses? Alors moi je pense que si on fait un référendum sur l'IVG on gagne, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, en France j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Je dis pas qu'il n'y aura pas des débats, voilà. Mais globalement je pense que sur ce sujet-là il y a quand même une adhésion assez forte en France sur ces questions-là. Il y a des résistances. Quand même Macron a refusé, le gouvernement a refusé l'allongement du délai. Hein. Il a fallu que les parlementaires se battent pour allonger le délai d'IVG contre l'avis du gouvernement. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de résistance, mais je pense qu'on est quand même majoritaire dans le pays à être favorable au droit à l'avortement. Après, très sincèrement pour moi, la constitutionnalisation de l'IVG,
je pense que c'est un peu un truc de marketing, quoi. Qui fait... Pardon ? Non, mais c'est vrai, on peut critiquer quand même. Non, il faut quand même voter pour la NUP, hein. Mais pour moi, ça fait partie des trucs qui sont intéressants parce que ça permet de marquer, cranter des choses et de dire c'est un droit fondamental, ok. Très sincèrement, c'est pas ça qui va changer 3 pattes à un canard. Enfin, on dit ça, non ? Enfin, qui va changer, qui va casser 3 pattes à un canard. C'est pas ça qui va changer fondamentalement la donne. Ce qui va changer fondamentalement la donne dans le droit à l'avortement, d'abord, c'est de faire des campagnes d'information, de sensibilisation dans les écoles, de former les professionnels à arrêter de tenir des propos réactionnaires sur l'avortement, et puis d'ouvrir des centres d'IVG et de revaloriser l'acte de manière à ce que les médecins aient envie d'aller faire ces actes et ne soient pas là en mode j'ai pas envie de le faire pour des raisons morales, alors qu'en fait c'est surtout que ça leur rapporte pas de thunes. Enfin, ouais, donc pour moi il y a vraiment des enjeux qui sont plus économiques, de formation et des enjeux structurels d'accès aux services publics. Après, voilà, c'est super si on constitutionnalise, mais pour moi c'est pas ça l'enjeu majeur sur le droit à l'avortement, quoi. Juste pour rebondir sur le marketing. En fait, je suis d'accord avec toi, mais plutôt dans le sens inverse. Pour moi, vraiment inscrire l'IVG dans la Constitution, c'est empêcher la droite et l'extrême droite de faire du marketing sur l'IVG à chaque campagne électorale et de nous faire perdre du temps et de ramener encore ce sujet sur le débat public à chaque fois, en fait. Alors, où ça? Il fallait lever la main avant. Merci. Rapidement, en fait, je voulais juste revenir sur la question de l'action sociale et savoir si au niveau du budget, tu as alloué, Sarah, cette partie-là. On parlait des travailleurs sociaux et de la sensibilisation aux violences familiales, pour le coup, puisque ça s'étend aux enfants. Moi, je suis assistante sociale récemment. Et on nous sensibilise beaucoup plus, en fait, maintenant, à la répercussion des violences aussi des enfants qui sont témoins des violences conjugales, pour le coup, qui ont un impact énorme au final. Donc tu parlais de la sensibilisation des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, moi je pense à l'ASE, à l'état catastrophique de l'ASE actuelle, je ne parle même pas de l'ASE du 92, et des conditions de travail des travailleurs sociaux et surtout du manque de personnel, plus personne ne veut y aller. Et maintenant, en plus, on n'y va pas par conviction, on y va par Parcoursup. Donc c'est des gamins qui viennent la première année parce qu'ils se disent super, je vais faire assistant social, je vais aider les autres, ça va être super. Sauf que dès la première année, après ils lâchent. Donc en fait maintenant il y a une pénurie mais croissante. Et d'ailleurs là ils sont en grève pendant 2 jours. Donc c'était pour savoir si l'action sociale, d'autant que Macron avait dit que ça allait baisser évidemment puisqu'on est en crise maintenant. Donc voilà, au niveau du budget, où est-ce qu'on en serait pour l'action sociale? Et oui, juste, effectivement, dans les commissariats, ça se fait beaucoup d'avoir une assistante sociale. Alors souvent, c'est une journée ou 2 simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir aussi un peu obligatoire au niveau des commissariats nationaux d'avoir une assistante sociale pour former effectivement du coup les policiers dans leurs interventions en fait? Sur les assistants sociaux en commissariat et gendarmerie, il y a commissariat et gendarmerie, ISCG, et il y en a, donc moi je vous encourage, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez ISCG, donc intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, et vous allez avoir la carte de France des intervenants. Et ça c'est pratique parce que ça vous permet de savoir dans quel commissariat ou dans quelle gendarmerie il y a un intervenant ou une intervenante sociale qui a été normalement un peu formé sur la question des violences. Sur la question de l'ASE, je plus. J'ai un très bon copain qui s'appelle Lies Loufoque qui a écrit un livre qui s'appelle Dans l'enfer des foyers et qui est un militant de la protection de l'enfance. Et c'est vrai que, moi je dis très souvent à des copines ou des copains journalistes, en mode, mais il faut aller voir l'ASE là. En fait, il faut faire des articles dessus. En fait, il y a un truc incroyable qui est en train de se passer en termes de paupérisation d'un service public, de violence en fait institutionnelle à l'égard des travailleuses et des travailleurs de l'ASE.
avec une forme d'abandon en fait de ce service public, alors qu'il y en aurait évidemment besoin. Et donc avec donc en effet beaucoup de grèves, de mobilisation, de dénonciation par les professionnels de la façon dont ils et elles sont traités. Et puis avec une maltraitance que moi j'ai vue sur le terrain en formant des professionnels, c'est qu'en fait on demande aux professionnels de ne pas faire leur travail. Et ça c'est une violence et de faire des choses qui sont contraires à leurs valeurs et à leurs convictions profondes. Et ça c'est une forme de violence psychologique extrêmement forte. Quand vous êtes travailleur social, travailleurs sociaux, que vous voyez un enfant en danger, que vous le signalez, et que votre département, par manque de place, par manque de volonté politique, vous dit non, on va trouver des solutions alternatives, en fait, il faut maintenir le foyer ou je sais pas quoi, alors que vous savez que le gamin, il va être maltraité, il y a de quoi vous faire vriller. Enfin, c'est insoutenable, voilà, d'un point de vue. Voilà. Avec en plus très peu d'accompagnement psy. Enfin, moi, c'est-à-dire que moi, dans ma boîte privée de formation sur les violences, je suis plus accompagnée sur le plan psy que bon nombre de travailleurs sociaux qui n'ont pas du tout de soutien psychologique alors qu'ils entendent beaucoup plus d'horreur que moi au quotidien. Et donc, c'est très dur à soutenir d'entendre des récits de violence, en plus quand on se sent impuissant à agir parce que notre département n'est pas suffisamment mobilisé sur le sujet ou est dans le déni ou dans le refus de mettre des moyens. Et donc, voilà. Et en plus, quand on est dans le département le plus riche de France, ça amplifie encore. Voilà. Donc, moi, je ne connais pas les propositions spécifiques de l'ASE, de la Française, enfin de la NUP, de la NUPES, j'allais dire tous les partis, bien sûr, hein, de la NUP. On dit NUP ou NUPES? NUPES, de la NUPES. Je fais assez confiance, en fait, dans le lien avec les associations et la capacité à écouter ce que disent les spécialistes, les syndicats, les associations. Voilà, je sais que l'IS2FOC, par exemple, a beaucoup contribué, a été entendu, a fourni des propositions pour alimenter les programmes des présidentielles de la gauche et des écolos. Ok. Je me demandais si je pouvais vous en demander un petit peu plus, peut-être un petit peu plus spécifiquement sur ce qui est prévu en termes d'intervention dans l'éducation nationale et dans l'éducation supérieure, parce que je sais que c'est un énorme chantier. Alors moi je suis prof dans le supérieur. Au début des cours avec mes étudiantes et mes étudiants, on parle souvent d'actualité, ce qui veut dire qu'une à deux fois par an, on est amené à quand même parler du dernier gros scandale qui est sorti d'une école ou d'une autre où il y a des faits de violence sexuelle assez sidérants. Et quelque chose qui revient extrêmement souvent, c'est déjà que la parole est assez réprimée. Et aussi qu'on en vient à parler, par exemple, de tout ce qui est éducation à la sexualité dans le parcours scolaire. Et ça, c'est très manifestement extrêmement défaillant parce que c'est pas toujours fait à hauteur de ce qui devrait être fait. Mais aussi, ça, à chaque fois qu'on parle de ça avec mes étudiantes et mes étudiants, je leur pose systématiquement la question par curiosité parce que les générations s'enchaînent. Et on leur parle jamais du consentement. On leur parle jamais du consentement dans les cours d'éducation à la sexualité. Il n'y a personne qui m'a jamais dit oui, j'ai entendu parler de consentement dans ce cadre-là. Et donc j'aimerais bien savoir si il y a quoi que ce soit de spécifique qui est envisagé. Ce que je trouve intéressant avec la notion de consentement, c'est qu'elle peut s'apprendre hyper jeune. C'est-à-dire que vous voulez parler de sexualité aux enfants? Donc, on va pas parler de cul à un gamin de 4-5 ans, ça c'est sûr et certain. Par contre, on peut parler de consentement. D'accord? Et en fait, on peut parler. Voilà, ton copain, il veut pas jouer avec toi. En fait, t'as pas à le forcer à jouer avec toi. Ça te rend triste? Ouais, je comprends, c'est triste. Faut gérer ta tristesse. Voilà, et on va t'apprendre à la gérer et puis à respecter le fait que l'autre n'a pas envie de jouer avec toi. Et quand toi, tu n'auras pas envie de jouer avec lui ou avec elle, en fait, il n'a pas à te forcer. Et en fait, dès le plus jeune âge, le consentement, ça peut être une clé dans l'éducation. Et donc, pour moi, je fais quand même une différence enseignement sup et école, parce que les moyens d'action sont quand même assez différents. L'enseignement sup, il y a une forme d'autonomie, notamment dans toutes les écoles privées, en fait,
qui volent. Bon, voilà. Enfin, il y a une loi, hein, ils sont obligés de respecter la loi et donc de faire des préventions, etc. Mais globalement, leurs moyens d'action sont plus à leurs mains qu'à l'éducation nationale. À l'éducation nationale, il y a évidemment des marges de manœuvre des profs, etc. Mais en fait, on pourrait déclencher. Moi, vraiment, je suis désolée, je reviens sur la sécurité routière, mais moi, mes gamins, ils ont 8 et 11 ans. Le grand, là, 11 ans, en 6e, il a déjà suivi, je pense, 3 sessions sur la sécurité routière. Où pendant une demi-journée, il est parti avec une gendarme dans le quartier pour tester les feux, les machins, apprendre le code de la route, etc. 3 fois. Il a 11 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il connaît le code de la route. Mieux que d'autres personnes adultes autour de moi. Je ne donnerai pas de nom. Mais donc, il connaît le code de la route. Voilà. D'accord il a appris ça. Et en effet, on ne lui a jamais parlé du consentement. Il a eu quelques trucs sur le harcèlement scolaire, quand même. Un peu plus. Mais c'est quand même très, très léger. Donc, si on dupliquait ça, c'est-à-dire que tous les enfants, tous les ans, tous les 2 ans, recevaient obligatoirement une demi-journée de sensibilisation à qu'est-ce que c'est le consentement, qu'est-ce que c'est l'égalité. Et puis, moi, je pense assez rapidement aussi, donc pas à 4-5 ans, mais pas trop tard, qu'est-ce que c'est que son corps? Comment son corps est fabriqué? Moi, je faisais des cours pour des auxiliaires de puériculture. Donc, c'était principalement des jeunes femmes qui avaient 20-22 ans. Et je donnais des cours sur l'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge et comment est-ce que dans les crèches, on ne génère pas d'inégalité. Avec des crèches qui vous disaient « Non mais moi, pas de problème, regardez, on a fait un petit coin maison, tout le monde joue ensemble, les femmes et les filles et les garçons. » Tu regardes? Oui, les garçons sont assis et les filles viennent leur servir le café. Super réussi le coin genre non-genré, mix, tout ça. Bon, donc on travaillait là-dessus, c'était hyper intéressant sur la littérature, etc. Et puis à un moment, on fait la différence entre sexe et genre, et donc on explique voilà, la différence, puis on parle des organes biologiques, quoi. Voilà. Et on dit, bon, bah, c'est quoi les organes génitaux, donc les chromosomes, les organes génitaux internes, les organes génitaux externes, puis on dit les organes génitaux externes des femmes, des hommes. Donc là, ils savent, testicules, etc., pénis, bon, voilà. Et puis les organes génitaux externes des femmes. Et là, gros blanc dans la salle. 20 ans, 22 ans. Donc là, je me retourne, je dis, donc les hommes, vous m'avez dit, les femmes. Et là, j'entends, bah, il n'y a rien. Bah, il y a un trou. Ok. Donc là, je fais OK, donc on parle de la vulve, du clitoris. Et puis après, sur le clitoris, je dis les organes génitaux internes. Donc là, le clitoris ne revient pas. Je dis, bah, le clitoris. Bah non, madame, le clitoris, c'est externe. OK, donc je vais vous dessiner. Donc je dessinais un clitoris. Bon, voilà, donc je racontais. Le clitoris, c'est 12 cm en moyenne. Un pénis au repos, 11 cm. Donc la prochaine fois que dans la cour, on vous dira qui est la plus grosse, vous pourrez répondre. Raté. Bon, voilà. Donc j'essayais. Et en fait. Donc je disais ça pour évidemment qu'elle retienne le truc, quoi. Et c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Elles ont entre 20 et 22 ans. Elles s'occupent d'enfants. Elles changent des couches. Et quand je demande qu'est-ce que c'est les organes génitaux externes d'une femme, on me dit il n'y a rien, il y a un trou. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de représentation mentale de leur propre corps, de leur propre sexe, et donc de leur propre sexualité. Et donc pour moi, ça fait partie des enjeux majeurs et c'est pas très compliqué en fait à faire. On sait parler de sexualité à chaque âge avec un truc adapté. On sait parler de consentement à chaque âge avec des trucs adaptés. On ne parle pas du tout de la même manière de consentement à des enfants de 3 ans qu'à des enfants de 5 ans, qu'à des enfants de 15 ou 18 ans, évidemment. Mais on sait faire en fait, les professionnels savent faire. Et donc il faut rendre obligatoire en fait à tous les âges le fait de le faire partout en France de manière systématique. Et sur les universités, pour moi, il y a un enjeu de formation obligatoire dans les réunions de pré-rentrée. Et puis, il y a un enjeu de signalement. Donc, moi, dans mon cadre de mon travail, je gère des plateformes de signalement pour des écoles privées, pour des entreprises aussi, mais pour des écoles privées, des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Et en fait, on voit ce que ça crée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un endroit où signaler, et qu'à chaque fois qu'on signale, c'est pris en charge et traité, en fait, très rapidement, les comportements changent. Parce qu'à partir du moment où ça se sait que si tu déconnes, en fait, ça va être signalé et que tu risques de te faire virer de la grande école que papa et maman ont payé très cher pour que tu puisses. En fait, ça change assez rapidement le comportement. Très rapidement. Oui. Et ça, c'est très fort, je trouve, en termes de capacité de changement. On crée une plateforme, les gens signalent, c'est traité, il faut que ce soit traité, évidemment. Si ce n'est pas traité, c'est catastrophique. Et si c'est traité, mais vraiment, en 6 mois ou 1 an, on change la gueule du campus, vraiment. Et donc moi, je suis aussi très optimiste de ce point de vue-là, c'est qu'on a aujourd'hui des outils pour parler aux enfants, pour parler aux jeunes ou pour intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur qui permettent de changer la donne radicalement. Je termine sur un truc positif. Bon appétit!
Merci beaucoup à nos deux intervenantes et Caroline l'a souligné, il y a des moyens d'action et ces moyens d'action ils passent aussi par des lois et qui propose des lois et vote des lois, c'est les députés. Donc vous pouvez contribuer à faire de cette assemblée une assemblée plus féministe, plus sociale, plus de gauche en élisant Sarah Tige. Contribuer à une majorité NUPES, pourquoi pas en faire un gouvernement et enlever un gouvernement composé en partie de violeurs. De présumés innocents violeurs. Sur ce, je tiens à remercier Sarah Tige et Caroline. Merci beaucoup. Vous, d'être venus, de vous être présentés, d'être restés aussi longtemps avec autant d'engouement. Merci beaucoup. Aux gens en ligne, Twitchers, Twitcheuses, YouTubeurs, YouTubeuses. Et vous pouvez aussi vous adresser, si vous avez envie de vous investir dans cette campagne législative, il ne reste plus que 2 semaines avant le premier tour, sur la Garenne-Colombes, Bois-Colombes ou Courbevoie pour la circonscription dans laquelle Sarah Tige est candidate, vous adressez à Cyrus ou à toute autre personne, moi également, pour qu'on vous ajoute sur des boucles. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes actions, vous pouvez participer à un tractage, à une prise de parole, à me remplacer ici aussi, volontiers, il n'y a pas de souci. Et donc, agissez en tant qu'électeur, en tant qu'électrice, et puis j'ai envie de dire, osez le féminisme.